tous ces arbres-là, en fait, ils ont été sélectionnés par les ours. Est-ce que vous pouvez me citer des variétés de pommes que vous connaissez? Fuji, Ariane, Saint-Jean, Crapaud, Belle de Boscop, Canada, Blanc-Durette, Perras. Les agriculteurs qui font le choix de faire de l'agroforesterie en associant de l'élevage, par exemple, et des arbres fruitiers, on appelle ça du pré-verger. Et donc, effectivement, voilà, on va avoir des arbres de grand développement. Le cerisier, okay, la plupart du temps, il est greffé sur merisier. Sauf que le merisier, c'est un arbre qui peut monter à 15 mètres. Quand ton porte-greffe est en sève, pour l'écusson, tu vas faire un T. Okay, donc, tu vas couper ton écorce, faire un T, comme ceci. Et ton ailette va te servir à décoller l'écorce. L'association Promet, elle a été créée en 1989. Petit topo du pourquoi du comment. Ça fait suite aux nombreux remembrements qu'il y a eu en France. Donc voilà, nos remembrements, c'est égal à arrachage, agrandissement de parcelles, rectification de cours d'eau, on supprime les talus, on fait des chemins et tout ça et tout ça. Donc Poitou-Charentes n'a pas été épargné, bien entendu. Donc des élus, des agriculteurs surtout et des habitants se sont fédérés autour de ce projet-là pour dire stop, il faut qu'on arrive à poser un cadre pour pas que les remembrements soient aussi radicaux. Donc ça a été le début de la structuration de l'association pour dire, voilà, essayons d'accompagner les financeurs des remembrements. Aujourd'hui, on appelle ça un aménagement foncier. C'est vachement plus sexy, mais ça fait pareil. Hein. Et donc, du coup, l'idée, ça a été de poser un cadre. Aujourd'hui, si vous voulez faire un remembrement, eh ben, le département qui finance, souvent de fois, va dire, voilà, il y a un règlement. Si vous arrachez 1 km de haie, il va falloir replanter 2-3 km en compensation. Alors, bien entendu, le préjudice écologique et environnemental, il est là. Hein, mais voilà, il y a quand même cette idée de se dire, on va remettre des haies si on en enlève. Dominique Soltner, il a fait des bouquins sur le sol, peut-être que vous les avez feuilletés, sur le complexe argilo-humique. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré sur la vulgarisation de tout ça et c'est chouette. Et il a planté, il a fait le bouquin Planter des haies, Soltner, ça doit être comme ça. Et donc on est parti sur la méthode Soltner et à l'époque, on déroulait du plastique et puis voilà, c'était parti, ça coûtait pas cher, on y allait quoi. Okay, donc bien entendu ça a évolué. Hein, on a changé de braquet sur 2-3 aspects, évidemment. Et donc, cette association, au départ, elle était essentiellement sur Poitou-Charentes. Donc, moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier. J'étais le 5e salarié. Aujourd'hui, on est une équipe de 20 salariés à temps plein. Et donc, on travaille sur 6 départements, anciennement Poitou-Charentes, donc Charente-Maritime, Charente, Deux-Sèvres et Vienne. Et on a une antenne qui a été créée sur la Dordogne, parce qu'on a travaillé il y a quelques années en partenariat avec l'association des producteurs de foie gras. Donc tout ce qui est bien-être animal, mettre des animaux à l'abri, tout ça, voilà, créer de la régulation thermique dans les parcs à volailles. Ça nous a permis d'ouvrir cette antenne, donc on est une salariée détachée à ça. Et aussi depuis 3 ans maintenant, donc sur la frange limousine en fait, donc Charente et Vienne bordent ce département. Et avec les collègues de la Vienne, on a beaucoup œuvré en fait à semer des petites graines, à faire des ponts avec des agriculteurs qui se questionnaient sur leurs pratiques, comment je gère mes arbres, qu'est-ce que je fais, tout ça. Et de fil en aiguille, ça a fait planter déjà beaucoup de kilomètres de haies sur un terroir bocager et on a pu créer un poste qui est dédié sur ce territoire-là. Donc ça pour nous, c'est une vraie chance, une vraie réussite parce que effectivement, je vous disais, voilà, l'asso elle a été créée pour dire on va remettre des arbres là où ça a été remembré. Là-bas, ça n'a pas été remembré, ou pas toujours en tout cas. Et donc, il y a plein d'arbres. Et pourtant, il y a des vraies demandes pour pouvoir avoir des arbres, faire de la gestion. Comment je vais gérer mon bocage? Comment je fais pour... je ne sais pas si vous avez fait attention ou si vous en avez parlé. Il y a le chêne pédonculé, qui est un chêne de pays, ici, qui est un chêne qui n'aime pas le stress hydrique, par exemple. Donc du coup, les scientifiques qui sont sur les aspects forestiers disent cet arbre-là, avec le changement climatique, il va disparaître. Donc là, quand on est en secteur d'élevage, où il n'y a que ce chêne-là partout, il y a un peu de chêne sessile, mais il y a beaucoup de chênes pédonculés, comment je fais pour adapter ma pratique, comment je fais pour mettre les vaches à l'ombre, comment je fais pour continuer à avoir un pays d'élevage, avoir une identité forte au niveau du territoire, du tourisme et tout ça, quoi. Hein, donc ça, c'est tout ça qui a fait ça, quoi. Juste pour vous, à votre avis, le besoin physiologique de la vache en termes de température, c'est quoi? Son optimal de température? 35. L'optimal. À quelle température l'animal est bien? Ouais, vous êtes bien. On est à 18. Voilà. Donc 18 degrés, c'est l'optimal. C'est-à-dire que l'animal n'est pas obligé de réguler sa température pour, soit pour la réduire, soit pour la faire monter en fonction de la chaleur. Donc quand on a 2022 qui se pointe,
Bon, bah, du coup, il faut mettre des animaux à l'ombre, ok, donc des cultures aussi, hein, dans certains cas, mais on y viendra. Donc voilà, donc cette association a été créée en 89. On est membre fondateur du réseau AFAC. Alors, ça a changé de nom, j'ai pas remis le diapo à jour, mais maintenant, ça s'appelle le réseau HAIE. Le réseau HAIE, je ne sais pas si vous en avez parlé, peut-être. Non, un petit peu. Bon, je ne m'étends pas, mais peu importe d'où vous venez, si vous êtes de Bretagne, alors je ne sais pas si on en est en Corse, hein, on en parlait tout à l'heure, mais les Pyrénées-Orientales, les Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui, avec ce réseau HAIE, vous allez pouvoir trouver l'opérateur arbre hors forêt qui s'occupe de votre territoire. Okay, ça peut être des champs d'agriculture, ça peut être des assos, comme promet, ou ça peut être des fédés de chasse. On n'est pas des arboriculteurs, on n'est pas là pour de la production fruitière. On est plutôt là sur des arbres fruitiers paysagers. Hein, j'achèterai un petit peu cette différence-là, d'avoir des arbres qui aient des allures d'arbres en fait, et qui ne soient pas là juste pour faire pisser du fruit, quoi. Je n'oppose pas les techniques. Hein, effectivement, si l'objectif de métier c'est de produire des fruits, automatiquement il faut qu'il y ait de la rentabilité économique pour que ça soit viable, pour que le territoire puisse vivre aussi, bien entendu. Ok. Le deuxième objectif, c'est la plantation. Donc, en fait, toute personne qui appelle à Promet, si on n'est pas full au niveau du téléphone, voilà, c'est pas toujours facile de nous avoir aussi, mais autocritique. L'idée, si vous avez un projet, c'est qu'on puisse vous accompagner sur vos besoins. Si vous me dites, tiens, je veux faire une haie fruitière, si je veux faire un verger, si je veux faire une haie pour faire du BRF, si je veux faire une haie pour je ne sais pas quoi, ou un alignement d'arbres, on va essayer d'adapter en fonction de votre besoin. Ce n'est pas du copier-coller de projet en projet, quoi. Ça, c'est hyper important pour nous. Et l'idée aussi, ça va être de trouver un financement, parce que s'il faut acheter des arbres, s'il faut acheter de la paille, s'il faut acheter des protections, ça a un coût. Et donc, on sait que sur les trésoreries agricoles, ce n'est pas là où il y a le plus de sous non plus. Hein, ça dépend de certaines trésoreries, mais voilà, globalement, il y a des endroits où il n'y a pas trop de trésor, et donc de soutenir aussi le financement, c'est important. Donc, on va chercher les sous aussi pour les planteurs. L'agroforesterie intraparcellaire, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, ça c'est un thème qui est hyper important. On l'a mis au goût du jour, hein. On s'est dit tiens, il y a l'agroforesterie, alors moi j'aime bien remettre un petit peu ça en perspective, hein. Pour moi les humains ils ont coévolué avec l'arbre, et l'agroforesterie elle existe depuis la nuit des temps, quoi. C'est-à-dire qu'on ne mettait pas l'arbre d'un côté et les humains de l'autre, hein. Il y avait toujours des arbres, il y avait toujours de la vigne, des arbres, du maraîchage, tout était lié. Quelques exemples, en haut à gauche, il y a le Marais Poitevin, où on avait... L'idée de l'agroforesterie, c'est de se dire, je peux avoir plusieurs productions sur une même parcelle. En haut à gauche, donc du coup, une prairie, donc je peux avoir des bovins ou de l'élevage. Je vais avoir des peupliers de rapport, donc des arbres de Auger pour vous vendre du bois de travail ou du bois de transformation, et les arbres têtards qui vont fournir du bois de chauffage. C'est-à-dire que là, sur une parcelle comme ça, j'ai 3 productions. Okay, et qui va dépendre des outils. C'est ça que tu dis? Non, et qui faisait des outils aussi. Ah, bien sûr, oui, tout à fait. Production d'outils. Oui, les manches à outils, tout à fait, tu as raison. Complètement. Donc, différents styles d'agroforesterie. En bas à gauche, c'est dans le Perche, avec une vieille photo. Aujourd'hui, ce paysage-là, il a disparu avec la mécanisation et tout ça. Hein. Mais ça revient. Et donc, il y a une vieille parcelle qui est en Charente-Maritime, aux Édus, où voilà, on a replanté, enfin, ils ont replanté des noyers il y a longtemps maintenant. Et aujourd'hui, donc, c'était des lignes de noyers qui étaient séparées de 12 mètres. Et aujourd'hui, on ne peut plus cultiver vraiment la parcelle en céréales parce qu'il n'y a plus de lumière qui rentre, quoi. Il aurait fallu... c'était un petit peu trop serré. Donc voilà, l'idée pour nous, c'est de... Donc, je ne sais pas si vous voyez bien un petit peu. Adapter le projet en fonction du matériel, en fonction de ce que vous voulez faire et ce que veulent faire les agriculteurs. Si j'ai une RC-tri de 9 mètres, je fais 3 passages de 9 mètres plus 1 mètre de chaque côté de la RC-tri. Et on va calculer les densités d'arbres en fonction de ça. On va adapter la plantation des arbres dans l'espace agricole en fonction des contraintes mécanisées. Okay. Que ce soit pour l'élevage ou que ce soit pour les céréales. Hein. Là, dans ce cas particulier, les lignes, elles sont à combien? Combien de tremplin? Ouais, t'es à 26 mètres, je pense. 26 mètres, ouais. Et les arbres tous les 12 mètres. Et non, on ne sert plus sur la ligne, en fait. Parce que... Déjà, tu vois, on se retrouve à avoir des zones de non-production agricole qui sont pénibles à entretenir. Hein, parce que tu vois, ça te fait une bande enherbée d'1 mètre, 1 mètre 50 à gérer. Et donc, si tu mets les arbres trop loin, ça te fait un peu plus à gérer. Et puis les arbres aussi, ils sont un petit peu moins en compétition pour la lumière. Alors, on essaie de resserrer un petit peu pour gainer un petit peu tout ça, pour favoriser le développement des arbres. Et en plus, on peut avoir des avaries, tu vois, des œsères, du chancre, voilà, des oiseaux qui peuvent casser, des arbres qui ne marchent pas, des arbres qui crèvent, un chevreuil qui passe par là. Donc il y a tout un tas de paramètres qui fait qu'à la fin, la densité finale, elle n'est pas celle initiale, tu vois. Voilà. Vous devez 30 ans déjà. Exactement.
Il n'y a pas d'inter, justement. Non. Mais Là, si c'est du noyer, admettons, entre les noyers, il n'y a pas de plantation. Je parle du noisetier. Alors si tu veux, dans ce qui est agroforesterie, je ne fais jamais de plantation monospécifique. Parce que imagine qu'on a une maladie qui arrive sur le noyer, bing, c'est tout foutu. Donc on va mettre, et même les financeurs exigent qu'il y ait au moins 5 essences différentes à l'intérieur. Histoire de pallier à ça, et aussi en fonction des essences que tu vas mettre, parce que c'est toujours pareil, les gars ou les filles, quand je dis les gars, c'est le monde agricole en général, mais quand on va faire un projet de plantation, on se dit, tiens, on va faire du bois de travail. Du bois de travail à l'échelle de l'arbre, c'est 2 générations, 3 générations en fonction des espèces. Donc c'est un pari sur l'avenir qui est énorme. Donc il va falloir trouver une motivation pour soi, pour se dire je fais ça pour moi. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'implantation, en termes de réflexion sur les auxiliaires, en termes de couverture au niveau des herbacées, tu vois, et de travailler plus ce prisme-là. Et peut-être d'avoir des arbres fruitiers à l'intérieur, peut-être d'avoir des arbres de rapport plus rapides qu'on va pouvoir peut-être préder pour soi. Voilà. Donc c'est c'est une réflexion assez importante. Mais après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à table. Pour moi, ces projets-là, on les co-construit avec les agriculteurs. Et encore aujourd'hui, on peut se prendre une gamelle parce qu'il y a des choses qu'on n'anticipe pas ou il y a des choses que... Voilà. Il faut rester assez humble avec ça, je crois. Qu'est-ce que tu appelles bois de travail? Bois d'œuvre. Tu vois, faire de la poutre, faire de la planche, voilà. Oui, il y a cette histoire qu'à l'époque, les grands-pères, ils plantaient des peupliers pour son petit-fils, pour qu'il puisse construire sa maison. Et l'autre réflexe paysan, c'était de se dire, je coupe un arbre et j'en plante 2. Oui. Tu vois, il y avait ce renouvellement qui était programmé, hein, et de se dire, bah, je ne suis pas tout seul, hein, je ne vais pas tout mettre dans ma poche. Okay, malheureusement, Il y avait la réflexion. malheureusement. Je vais passer parce que quelques photos, mais bien sûr il y a de l'élevage. On va faire de l'agroforesterie dans l'élevage, on va faire de l'agroforesterie dans les vignes, on va faire de l'agroforesterie dans le maraîchage, pour tout un tas de raisons. Okay, donc je vais passer pour qu'on avance. De toute façon, les photos. C'est sans doute pas systématique, ça dépend aussi de la configuration du terrain, mais généralement c'est dans un axe nord-sud. Ça c'est la théorie effectivement, et de se dire oui. Avoir le maximum d'ensoleillement pour garder le maximum de luminosité dans la parcelle. Bah, quelquefois, tu vois, la zone de travail, elle est dans l'autre sens et tu ne vas pas impacter le fonctionnement de la parcelle avec les engins. Et donc, tu es obligé de t'adapter et de la faire dans l'autre sens. Dans certains cas, ça peut être bénéfice, ça peut être intéressant parce que on va avoir des ombres portées qui pourraient permettre à la parcelle d'avoir un rôle, les arbres, de réguler un petit peu la température sur la parcelle et créer des microclimats. On ne sait pas ce qui va se passer. Hein. L'agroforesterie sur Montpellier, c'est une ligne de fruitiers tous les 7 mètres. Hein. Donc là, ils sont en train de refermer sur certains endroits parce qu'il fait trop chaud et on a besoin de l'ombre pour pouvoir faire les légumes, quoi. Je parle Montpellier, mais ça peut être aussi plus au sud encore, quoi. Donc voilà, comment on se sert de l'arbre comme levier et de se dire oui, effectivement, il faut qu'on ait de l'ensoleillement, mais quid de ce qui va se passer quand il va faire trop chaud, quoi. Au niveau de la carto, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle Remonter le temps. Je ne sais pas si vous y êtes allé. Donc ça, c'est génial, vous y êtes allé, parfait. L'idée de pouvoir installer 2 photos aériennes à des temps différents. Donc vous voyez, pas bien, je me répète à chaque fois, mais en fait, sur cette parcelle-là, ici, là, de référence, en fait, il n'y avait rien au démarrage. Et ça, c'était 2004-2006. Okay, et ça, c'est aujourd'hui. Donc la ferme en maraîchage a ceinturé en fait, l'espace périphérique, en fait. Okay, donc c'est des haies qui ont été plantées 2004-2005. Et aujourd'hui, on voit bien le résultat de ces arbres-là. Ils ont planté des arbres dans les parcelles de maraîchage, aussi beaucoup d'arbres fruitiers pour être autonomes, faire du jus de pomme, voilà, proposer des choses dans les paniers supplémentaires. Et c'est vrai que là, ça a été plutôt bien pensé. Et ce qui est intéressant sur cette photo-là, c'est que quelquefois, on se dit, bah, tiens, est-ce que ça marche ce système-là ? Est-ce que l'agriculteur s'y retrouve ? Est-ce que ceux qui vivent de ce métier-là s'y retrouvent ? Aujourd'hui, au niveau des ravageurs, de la pression de limaces, de la pression de bestioles qui pourraient impacter les cultures maraîchères, aujourd'hui, eux, ils sont effectivement, ils sont en bio, ils font attention à leur sol, bien entendu, tout ça, ça va de pair. Mais leur équilibre est stable, en fait, d'un point de vue de tous ces paramètres environnementaux extérieurs et qu'ils ne prennent pas de gamelle, quoi, ou rarement, en tout cas. Et pour eux, c'est lié à la présence des arbres, quoi. C'est des maraîchers, oui. Et ils ont planté du fruitier ou plutôt des arbres un peu dans une logique un peu auxiliaire Les deux. Tout ce qui est périphérie, c'est plutôt des haies classiques, je dirais, avec de l'arbre champêtre. Et après, à l'intérieur, des arbres fruitiers où tu peux tourner autour pour pouvoir récolter, faire de la taille, tout ça. Voilà. Il y a les deux, effectivement. En laissant des bandes enherbées, des zones qui vont être en fauche tardive, enfin voilà, des choses que vous avez en tête, j'imagine, quoi. Tac.
Bon ben voilà, même de faire des patates sur ces espaces-là, pour eux c'est même pas problématique, même s'il y a des ombres portées en fait. Donc voilà, on a des exemples comme ça au niveau des aménagements globaux, hein, parce que c'est vrai que souvent de fois on dit bah oui, la haie va servir à ceci, la haie va servir à cela, et nous ce qu'on répète aussi, ce qui est important si on veut que ça marche et que ça joue tous ses rôles, c'est la notion de trame. C'est la notion de corridor. C'est vrai que si tu fais 100 mètres dans une plaine agricole, bah, il ne va pas se passer grand-chose, quoi. C'est comment on va connecter les éléments les uns avec les autres, avec l'existant, avec le cours d'eau, avec un bout de forêt, avec un bout d'arbre isolé, avec du bois mort, et comment tout ce réseau-là va pouvoir se mettre en route pour apporter quelque chose de positif sur la ferme, quoi. Je passe, ça c'est de la généralité, bref. Sur la partie innovation, donc on travaille sur l'épaillage. Bien entendu, on a arrêté le plastique depuis presque 20 ans maintenant. On a travaillé avec des paillages manufacturés. Donc on a travaillé avec ce genre de choses aussi, là. Les feutres à base de fibres végétales. Donc au début, on s'est dit, c'est génial, c'est parti, quoi. C'est parti, on peut arrêter le plastique. On a du 100% biodégradable, banco. Quand les rouleaux sont arrivés dans la cour, en fait, il y avait un support polypropylène dans la maille de feutre. Donc, si vous êtes amené à travailler avec ces matériaux-là, il faut demander du 100% fibre végétale. Faites attention, parce que sinon, vous allez récupérer du polypropylène. Donc ça, c'est des produits qu'on a testés, mais qu'on n'a pas généralisés, parce que ça coûte cher, c'est lourd, c'est compliqué. Et pour ceux qu'on a manipulé, c'est une natte tressée, en fait. Et donc, dès que les graminées font leur cycle, en fait, les graines tombent dessus. Et vu que c'est très fibreux, pouf, et le paillage est tout sale. Voilà. Donc ça fait un petit peu l'effet inverse de ce qu'on voulait au départ. Okay. En plus, l'autre aspect, c'est que nous, on appelle ça l'effet buvard, c'est-à-dire que quand il fait très chaud, cette natte-là, elle tire l'eau du sol en fait, et elle se charge en flotte. Donc c'est vraiment contre-productif par rapport à l'aspect paillage, quoi. On a testé aussi des films à base d'amidon de maïs. Donc c'était pour tester là encore comment on fait pour lier des molécules d'amidon de maïs et faire un film. Il y a quoi dedans? Okay. Donc on a testé le 35 microns, le 50 microns, le 75 microns, le 110 microns. Là, le 110 microns, ça y est, ça commence à tenir plus d'1 an et demi. Okay. Mais aux fabricants, aux fournisseurs, on dit, il y a quoi dedans? Parce que nous, on met ça dans l'espace agricole, peut-être en bordure de zone de captage d'eau potable. Quand la molécule va se dégrader, effectivement, ça sera parti, on verra plus rien. Mais elle va où la molécule et il y a quoi dedans? On nous dit secret industriel. On leur a dit, bon, on ne prend pas vos paillages. Voilà. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de faire des ponts avec le monde agricole. C'est hyper important. Et si, on fait tous un peu les mêmes constats, c'est qu'on a du mal à se parler, quand même. Globalement, dans la société, là, c'est un petit peu radicalisé partout. C'est un petit peu compliqué de travailler ensemble. Mais l'idée d'avoir ça à l'esprit, de se dire, j'ai quelqu'un sur la commune ou sur le canton qui va être une personne ressource. Comment je fais pour qu'on puisse discuter? Comment je fais pour essayer de faire monter la mayonnaise sur quelque chose de vertueux et pour le travailler ensemble, quoi. Et c'est ce qu'on a fait, nous, en Charente, avec les producteurs aussi conventionnels. Et on a valorisé, en fait, un sous-produit de l'agriculture qui est la paille de lin. Donc, qui est une paille qui est très rigide, qui ne se décompose pas vite. C'est des paillages qui vont durer au moins 4 ans. Et on va mettre une botte de 500 kg pour 20 mètres de haie. Plus il y a de paille, et moins il y a de travail. Okay, parce que, en tant que maraîcher, en tant que pépiniériste, en tant que producteur laitier, en tant qu'arbo, quand on fait ça, l'hiver, on va prendre un temps pour planter les arbres. On a du temps pour ça. On va faire le boulot, on va le faire correctement. Et après, on va faire le boulot pour lequel on est là, du maraîchage, de la pépinière, je ne sais quoi. Okay, et donc, l'idée, c'est pas de venir de faire de la débroue tous les 4 matins, quoi. Donc, on y va, on charge, et on n'y revient pas. L'idée, c'était de se dire aussi, je ne vais pas prendre de la paille de céréales parce que je vous ai dit qu'on plantait sur la Haute-Vienne et sur le secteur d'élevage. Vous imaginez, on plante des dizaines de kilomètres, les gars, ils vont voir qu'on met de la paille de céréales partout sur les haies et quelquefois, c'est difficile d'en avoir pour les bovins. Donc l'idée, c'était de se dire, non, soit ça retourne au sol, soit c'est pour les éleveurs et nous, on passe sur le lin. Et là, ça permet d'enclencher la réflexion avec des personnes qui seraient un peu moins sensibles et de se dire, on travaille ensemble sur un territoire. Bien entendu, végétal local, ça, vous êtes OP, j'imagine, végétal local. Donc, promet et labellisé récolteur végétal local. On est aussi le référent Nouvelle-Aquitaine. C'est ma collègue Lucie qui s'occupe de ce dossier-là. Et donc,
C'est ce que je disais aussi tout à l'heure, on a des saisonniers et des gens qui sont vraiment attitrés à cette tâche-là à Promet pour récupérer de la graine dans le milieu naturel et fournir de la graine à des pépiniéristes partenaires, donc où on peut avoir un contrat de culture, ou alors des pépiniéristes clients qui nous demandent, ben voilà, je veux de la région 6, je veux de la région 7 sur telle ou telle espèce. Et donc on va récolter de la graine à la demande. Okay, donc on est sur le site d'Arborécole, où voilà, l'idée... on a commencé le partenariat voilà, avec l'envie de... Il y a plusieurs pépinières au niveau régional qui sont sorties de terre et qui commencent à être labellisées, qui commencent à avoir du volume de plants. Et donc là, l'idée, c'est de mettre ces partenariats-là en route vraiment pour qu'on puisse prendre dans les pépinières locales, parce qu'on fait face aussi avec des grosses pépinières comme les pépinières Naudet, Le Monnier, Bochery, qui sont des grosses pépinières nationales, voilà, qui n'ont pas la même force de frappe que les petits pépiniéristes locaux. Mais ça, je ne vous apprends rien. Donc végétal local, ben ça pour nous c'est hyper important, c'est hyper valorisant. Voilà, tous nos projets de haies en fait sont montés avec du végétal local. Ce qui nous limite en fait c'est le volume. Hein, vous savez comment ça marche. 1 kilo de graines ne va pas forcément donner tous les plants du kilo à la fin. Hein. Vous comptez 20%, c'est ça, de levée ? Un peu plus, ok. Donc si c'est du sureau, ça va, parce que c'est de la petite graine, donc on aura plein de sureau quand même. Si c'est de la noisette, automatiquement, bah, on n'a pas les mêmes volumes. Okay. Donc ce qui nous limite, c'est pas... on part du principe que, vu qu'on ne sait pas ce qu'on aura en termes de volume, tous nos projets et tous les devis sont faits avec du végétal local. Et ensuite, on ajuste en fonction de ce qu'on aura à la fin. Voilà. Là, donc cet hiver, Promet, on a contribué à faire, avec les partenaires, on a fait planter 235 000 arbres. Et donc, on approche des 100 000 végétaux locaux. Voilà. Mais il y a 20 salariés à travailler sur le truc, on est sur 6 départements. Hein, quand on ramène ça au département, ben, en fait, c'est pas tant que ça, quoi. Il faudrait y aller encore plus, quoi. Mais on fait déjà ça, quoi. Qui a sans rien à voir, mais est-ce que ça rentre aussi dans le plan Macron qui disait on va planter 1 milliard d'arbres? Est-ce que vous avez aussi des subventions de ce plan national? Oui, parce qu'on a émergé, on n'a pas émergé, on a émargé sur ce dispositif-là qui est le pacte en faveur des haies. Donc juste, parce que l'idée c'était de se dire, Macron a dit amen, Macron a dit on va planter 50 000 km de haies jusqu'en 2030. Entre 2017 et 2023, il s'est arraché 20 000 km de haies par an. Donc il faut lire entre les lignes, tu vois. On dit 1 pour 7, c'est-à-dire tu vois créer 7 arrachés. Tu vois, c'est terrifiant. On en est encore à avoir cette proportion-là. Donc déjà, c'est bien de repréciser certains chiffres. Après, effectivement, eh ben, le plan, il était ambitieux. On y allait parce qu'il y a de l'attente sur les territoires. Les agriculteurs sont demandeurs. Et donc, c'était un plan qui nous a permis de faire beaucoup de haies cet hiver. Ouais. On est d'accord, hein. C'est assez... Donc, en plus de ça... En plus de ça, tu vois, les effets d'annonce, ils ont été majeurs, c'est-à-dire qu'on va vers ça. Donc première année, on met 110 millions sur la table au niveau national. Là, on arrive au coût budgétaire, à l'austérité, et il n'y aura que 30 millions au niveau national. Et c'est pas sûr que jusqu'en 2030, ça tienne, tu vois. Alors voilà, on espère que les collègues vont faire le lobby nécessaire, qu'on va monter au créneau. Il va falloir un nouvel électrochoc aussi pour se dire, ah bah oui, le réchauffement climatique est là. Oui, il est là, effectivement. L'un des thèmes qui nous intéresse, c'est les fruitiers. Donc on a fait entre 2014 et 2018, on a pu faire un inventaire régional avec les partenaires, donc Croqueurs de Pommes et Mémoire Fruitière des Charentes. L'idée de ce travail, c'était de se dire, les associations de pomologie, elles ont beaucoup travaillé sur la conservation des pommes et des poires. Et en fait, nous, depuis de nombreuses années, on récupérait de la donnée sur les vieux pêchers, les poirillons, les vieilles prunes, les vieilles châtaignes, les vieux amandiers, les vieux cognaciers, parce que ça, c'est des données qui se perdaient. Parce que je vous apprends rien, en fait, tout ce savoir-là fruitier, en fait, il appartenait aux anciens. Donc quand on cherche dans la campagne des arbres fruitiers, il n'y a que les anciens qui vont se dire « Ah oui, ça c'est ça, on va pouvoir l'utiliser comme ça, le ramasser à telle période, et tu vas pouvoir le stocker tant de temps et tout ça. » Donc il y avait un petit peu, pour nous, urgence d'essayer d'amorcer ce travail-là. Donc on a lancé des bouteilles à la mer. Donc dans la presse, on a dit « Voilà, Promet veut inventorier le patrimoine fruitier régional. » Et en fait, on a eu des avalanches d'informations, forcément. Donc le travail qui a été fait, il n'est pas exhaustif, mais ça nous a permis de mettre en lumière des variétés. Notamment, si je prends l'exemple charentais, le guindou des Charentes qu'on connaissait déjà, mais on a pu l'identifier sur des secteurs géographiques. Ou par exemple la prune coton, qui est juste... On n'est pas loin du secteur de la prune coton, hein, c'est autour d'Angoulême. Okay. Seulement, ce travail-là, en fait, c'était pas évident parce que si on disait tiens, j'ai la prune coton, alors nous, il fallait qu'on aille voir l'arbre,
à quelle période ça fleurit, à quelle période ça se ramasse, quelle couleur, quel aspect gustatif, quelle conservation, quelle multiplication. Okay, donc on disait, j'ai la prune coton pas loin. Il fallait aller voir, est-ce que l'arbre a les mêmes caractéristiques, même récolte, même ceci, même cela. Au bout de 3-4 individus, tu peux dire, oui, ça c'est pareil, c'est prune coton. Avant, si tu n'as qu'un individu, tu peux pas dire avec certitude que c'est celle-ci. Okay, donc il a fallu, ça a été long, hein, voilà. Ça nous a permis quand même de récupérer un certain nombre d'informations, mais tout ça pour vous dire qu'en fait il y a un patrimoine génétique dans les campagnes qui se perd, alors qu'on essaye de retrouver avec d'autres associations de pomologie. On a un vivier génétique qui est hyper important parce que c'est des fruits qui avaient été sélectionnés par les paysans et les paysannes qui avaient des utilisations bien précises et des maturités bien précises, enfin tout ça. Et donc du coup, l'idée de pouvoir faire ce travail-là, ça nous a permis de prendre un petit peu conscience de l'ampleur de ce qui est perdu en fait, parce que les anciens, voilà, à un moment donné, ils s'en vont. Voilà, donc ils s'en vont avec leurs secrets, c'est un peu dommage. Donc on a pu travailler quand même sur pas mal d'espèces. On a travaillé sur des abricotiers notamment. Donc c'est vrai qu'on a planté il y a quelques années ici des abricotiers. Bon, c'est pas fameux le résultat. L'abricotier, c'est compliqué. C'est un arbre qui est sensible à tout un tas de maladies de l'écorce, du sous-sol aussi. Voilà, ça n'aime pas trop avoir les pieds dans l'humidité. Et donc nous, on a trouvé des arbres. Ouais, là, c'est parfait là. On a trouvé là, ici et ailleurs en fait. Hein. Globalement, moi, dans les projets, j'arrête de mettre de l'abricot. En fait, parce que du coup, ça va pas. À chaque fois, il y a une maladie. Au bout de 2 ans, il va pousser, paf. Après, il rend l'âme, malheureusement. Mais par contre, on a trouvé des arbres qui étaient dynamiques, qui avaient une production régulière. Je prends l'exemple de l'abricotier des Justices, qui est à Saint-Palais-du-Nez, donc qui est plutôt au secteur Cognac, tout ce secteur-là, là, dans les vignes. Et en fait, c'est un arbre. On dit souvent, l'abricotier, il faut qu'il soit à l'abri du gel, machin. Là, l'arbre, il est en plein vent. Il est au milieu des vignes et tous les ans, il est confit d'abricots. Donc du coup, c'est... Alors, bon, par contre, celui-là, il prend un petit coup de soufre de temps en temps quand même, un petit coup de bleu. Hein, donc forcément, il est bien protégé au niveau de certaines maladies cryptogamiques. Il est au milieu des vignes. Okay, comment tu l'appelles ? L'abricotier des Justices. Voilà. Et donc cet abricotier-là, alors si vous voulez, ces arbres-là, l'idée ça a été de les répertorier. Une fois qu'on a fait le travail, on a travaillé sur l'abricotier, sur les amandiers. Donc on est sur un terroir Poitou-Charentes, on est sur un terroir d'amandiers. Il y en avait beaucoup sur le secteur Nord-Vienne et on en a trouvé beaucoup dans les vignes en fait. Donc voilà, c'était des arbres qui étaient présents, voilà, qui avaient une utilité. Il y a beaucoup d'arbres qui n'ont pas été renouvelés suite à la mécanisation, suite à des grosses périodes de gelée aussi, dans certains cas. Le fameux hiver 56, c'est ça. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des arbres qui n'ont pas tenu certains aléas, la tempête de 99. Voilà, et automatiquement, ça n'a pas fonctionné pour ces arbres-là. Mais on en retrouve encore dans l'espace agricole, ce qui nous permet de discuter et d'essayer de retrouver les propriétaires encore, et dire comment tu le récoltes, est-ce que c'est bon, est-ce que tu peux la garder, est-ce que ceci, est-ce qu'elle est ta mère. Et donc tous ces arbres-là, ça nous a permis d'en sélectionner un certain nombre et de créer 2 vergers conservatoires, un à côté de l'association, à Montalembert, et un autre dans la Vienne. Donc ça nous permet d'avoir une base sûre d'informations, parce que là, nous, on a tout relevé, on sait comment on doit utiliser ces arbres-là. Ça nous permet de fournir du greffon aux associations et aux pépiniéristes partenaires, et ça nous permet de diffuser ces variétés-là. On a aussi des partenariats avec des pépinières qui nous produisent ces variétés-là pour qu'on puisse mettre ça dans les projets. Okay, voilà. Donc ce boulot-là, il est vachement intéressant, mais voilà, on se rend compte qu'on a perdu un gros patrimoine fruitier, et qui aurait pu nous servir encore pour d'autres multiplications végétales. Comment je fais pour conserver une variété à l'identique ? Plusieurs possibilités, des choses que vous connaissez, par exemple le drageonnage. On imagine un prunier de semis je précise. Cette variété de prune vous plaît, il y a des drageons qui sortent, ok, très bien. Il y a des radicelles qui sont formées sur la racine principale. On met un coup de pelle bêche à gauche, un coup de pelle bêche à droite, on arrache l'arbre, on va le mettre plus loin et on conserve à l'identique. Okay, bouturage, donc ça, j'imagine que vous êtes au fait. On prend une pousse de l'année, quelque chose qui est vigoureux, qui est dynamique, qui est sain. On va faire des tronçons de 30 à 40 cm et on va multiplier la variété fruitière. Sur quelle espèce fruitière ça marche, ça ? La bouture ? Figuier. Cognacier, ouais, dans certains cas. Sureau, ouais. Cassissier, tous les petits fruits. Hein ? Donc tous les petits fruits, là, on y va à fond. Quoi d'autre ? Un peu de pommier. Un peu de pommier, Tu dis quoi ? La clocharde. La clocharde, t'as réussi à faire de la bouture de clocharde ? Chez nous, il y a la bouture. Ouais. Ok. Enfin, ça se fait,
traditionnellement, c'est celle qui est bouturée. Ouais. Tu crois? La clocharde. Parce que j'ai des photos de clochards, ils sont greffés, tu vois, ils sont greffés en tête. Ouais, mais chez nous, ils utilisent ça. T'es parfois en d'où? Bretagne. Ok. Et c'est la seule qu'on peut. Enfin, une des seules chez nous qui arrive à bouturer. Alors ça, c'est ça les formations et le partage d'informations, parce que ça, cette variété-là, je la connais bien. Et souvent de fois, je vais essayer, ouais. Souvent de fois, on dit, ben voilà, les variétés fruitières comme ça, pour les multiplier à l'identique, ça va être difficile par bouturage, voire impossible. Notamment sur pommes. Les boutures de pommiers, c'est pas courant quand même. Hein. Alors nous, on dit alors je sais pas si c'est une rainette, la clocharde. Nous, c'est une rainette clocharde, ouais. C'est rainette de Partenay, en fait. Ouais. Ils appellent la clocharde, et il y en a beaucoup par chez nous. Et, Ok. et ils l'utilisent. Pomme un peu jaune. Ouais. Ouais, ok. La vigne, ah merci, la vigne, ouais, bien sûr. Ok. Marcotage. Donc là, pareil, soit on va plier une branche, on va par exemple bloquer la branche au sol, ou alors ça va se faire de manière naturelle, par le poids de la branche. Elle va toucher, rentrer en contact avec le sol, fournir de la racine, et là, on va couper, on arrache et on va planter plus loin, et on conserve à l'identique. Sur quelle espèce fruitière ça marche? Noisette. La ronce. Donc juste pour la noisette, toutes les déclinaisons variétales, fertile de Coutard, merveille de Bolvillard, longue d'Espagne, Ségorbe, Corabelle et tout ça, on ne passe pas par le greffage, ça passe que par de la marcotte. Okay, et ça passe pas par le semis. Okay, ça passe que par de la marcotte. Donc c'est important de l'avoir à l'esprit. On a dit quoi? Du coup, noisette, ronce. Quoi d'autre? Figue, bien sûr. Ok. Vigne. Peut-être, oui. Bah si oui, la marcotte, oui, complètement. Après, les framboises, tout ce qui est ronceux, tout ce qui Oui, est, c'est ça. je sais pas, ça Tu peux faire à la fois de la bouture, mais c'est vrai que le framboisier peut marcotter complètement, quoi. Je pense que pour la rogna, on a besoin c'est comme pour la myrtille. Je pense qu'il faut de l'hygrométrie, il faut des terrains acides, tu vois, c'est un peu spécifique. Dans certains cas, les porte-greffes, voilà, sont faits par marcottage, notamment, tu en parlais, les M106, les M7. Donc l'idée de la marcotte, on fait des marcotières, je vous apprends rien, mais l'idée c'est de monter une butte de terre avec de la terre souple, de faire une blessure à un endroit précis, voilà, pour stimuler la production racinaire. On démonte la butte quand c'est prêt, on coupe sous la racine, on va pouvoir emmener le végétal plus loin. Okay, voilà. Donc ça marche sur pomme, sur châtaignier, sur cognacier aussi. On va faire des marcotières. Oui. La mélanchier, ça se bouture La mélanchier, il paraît que ça se bouture bien. J'en ai donc en perso, j'en ai en l'alnifolia là, en déclinaison variétale. Je pense qu'il y a un problème, le fait que ça soit bouturé, on n'est peut-être pas sur les bons sols non plus. Moi, je suis peut-être pas sur le bon sol. Et j'ai vu des documents où en fait c'était greffé sur Sorbus, le sorbier des oiseleurs. Parce qu'à mon avis, ça envoie un petit peu plus de jus, que moi, ça végète en fait, ça pousse pas. Donc je pense que ce qui sort de la bouture, si c'est sorti du terroir, peut-être que ça ne fonctionne pas des masses. Je différencie bien ce qui est issu de la graine de ce qui est issu de l'individu cloné. Okay, ce qui est issu de la graine, on va avoir de la variabilité génétique, donc on va avoir, ça se multiplie en reproduction sexuelle dans le milieu naturel. On va avoir du poirier commun avec son nom latin, donc pommier commun, Pyrrhus pyraster. Et dans les variétés, on va avoir le poirier, on va le retrouver, mais on va insérer la variété à l'intérieur. Et on a de la déclinaison variétale, parce qu'on est sur de l'individu cloné. C'est vraiment deux choses différentes pour moi. Et vous qui avez cette envie-là de vous diriger vers de la pépinière ou du greffage ou de la multiplication végétative, il y a ces deux choses qui sont bien différentes de ce qui est issu de la graine et qui a une très grande variabilité génétique, de quelque chose qui est très stable et identifié et qu'on va multiplier par clonage en fait. Okay, parce que l'idée de nos variétés fruitières, c'est qu'on puisse les garder à l'identique. L'origine des fruitiers, donc on aime bien dire, ça c'est de chez nous. Ah oui, ça c'est de chez nous, ouais, c'est de chez nous, mais pas tout à fait quand même. Si je prends le noyer ou le châtaignier, c'est des arbres du Caucase, qui ont été trimballés par les Romains et les Grecs depuis plus de 2000 ans. Donc effectivement, c'est pas trop de chez nous. Le pêcher est plutôt d'origine Mongolie. L'abricotier, sud-Himalaya, Pakistan. Vous voyez, donc j'en passe des meilleurs. Donc il n'y en a pas beaucoup qui viennent du secteur. Prunier, pareil, Syrie. Et la pomme, du coup? Voilà, vous êtes au fait, j'ai rien à dire en fait. On va passer à l'atelier tout de suite. Donc, ouais, le figuier, bien sûr, oui, bien sûr. Mais c'est intéressant. Alors, bien sûr, il y avait des fruitiers chez nous, mais c'est de se dire, bah oui, mais d'accord, moi. Et la nèfle. Mais on avait tous ces végétaux-là ont été trimballés soit par les humains, soit par les communautés d'animaux. Ce qui est intéressant d'avoir à l'esprit avec l'origine et le berceau de ces pommiers, ça vient du Kazakhstan, c'est que ces fruitiers-là ont été disséminés dans la montagne. C'est des arbres qui peuvent monter jusqu'à 30 mètres.
en pommier, donc vous imaginez, 30 mètres, c'est quand même des sacrés pépères. Il y en a de différentes formes, de différentes couleurs, de différents aspects, et tous ces arbres-là, en fait, ils ont été sélectionnés par les ours. Okay, donc la sélection, qu'on pourrait dire un petit peu variétale, elle a été principalement disséminée par nos copains les ours. C'est-à-dire qu'ils ont sélectionné celles qu'ils aimaient bien, celles qui sentaient bon, celles qu'ils aimaient bien d'un point de vue gustatif, et aussi il y avait une histoire de maturité, quoi. C'est-à-dire que toutes celles qui étaient du début de saison, ils pouvaient les bouffer. Ils se baladaient, faisaient leurs petits besoins et l'arbre était redisséminé plus loin. Okay, et à contrario, ça veut dire que celles qui avaient un goût rance, celles qui n'étaient pas très bonnes, celles qui n'avaient pas d'allure, par rapport aux autres qui étaient bien rouges et tout ça, ils ne les consommaient pas. Et donc, c'est des arbres qui ont été sélectionnés au fil du temps par nos amis les ours. Donc ça, c'est assez rigolo. Ça veut dire qu'eux, dans le milieu naturel, sur un temps long, évidemment, ils ont isolé des caractères, sans le vouloir bien entendu, mais qui étaient principalement pour le casse-croûte. L'origine des variétés, effectivement, c'est juste pour te montrer qu'il y a des déclinaisons variétales, on va en avoir plein. On va sélectionner des caractères de couleurs, de formes et ainsi de suite. Et ça aussi, c'est sur du temps long, parce qu'on est sur du temps de l'arbre. T'imagines bien que l'ours, quand il a mangé sa pomme, hop, il a ingéré le truc, il a relâché les pépins plus loin. Le temps que ça refasse des nouvelles pommes, il va se passer entre 5 et 10 ans. Okay, donc c'est à chaque fois du temps long. C'est-à-dire que cette sélection-là, elle a pris forcément un temps, voilà, donc je ne pourrais pas te donner pas de temps. Il y a un super reportage, c'est l'origine de la pomme de Catherine Pex. Donc nous, on avait des déclinaisons paysannes et des déclinaisons bourgeoises, okay, notamment chez les poires, Duchesse d'Angoulême, Duc de Bordeaux, Comtesse de Paris, voilà. Et après, on avait les variétés paysannes, la ramane, la clochard, la je sais pas quoi, la cœur de bœuf, donc des choses qui étaient vraiment plus près et plus pragmatiques d'un point de vue des paysans, quoi. L'idée de se dire, tiens, si je prends le pommier sauvage type, je vais avoir un arbre qui va être assez grand, qu'on va retrouver soit en forêt, soit dans les haies, et qui va me faire des toutes petites pommes qui vont être souvent verdâtres, qui sont dures, qui sont certaines juteuses, mais c'est quand même assez astringent, c'est assez spécifique en termes de goût. Et bien entendu, il a fallu aussi partir de ça pour créer les variétés qu'on a aujourd'hui, quoi. Donc ça s'est passé sur des temps longs, et de se dire, voilà, tiens, à un moment donné, cette petite pomme-là va avoir un caractère de fruit rouge. Comment je fais pour isoler ce fruit rouge? C'est l'histoire de cette pollinisation qu'on va faire maîtriser là, et de se dire, tiens, je vais essayer de faire comme sur les courgettes quand on veut changer un petit peu le mode. Je vais polliniser moi-même ces fruits-là, hop, j'enveloppe, et je vais avoir la descendance maîtrisée, quoi. Sauf que sur l'arbre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un temps long. Okay, un autre paramètre, là c'est le poirier. Donc la poire sauvage, ça fait une toute petite poire jaune. Ça aussi, c'est très astringent, c'est pas très bon. Okay, c'est plutôt pour les oiseaux. Et le poirier sauvage, pour ceux qu'on a manipulé, en fait, c'est un arbre qui a du bois assez fort et qui est très épineux. On a des épines qui peuvent faire jusqu'à 5 cm, okay, très épineux et assez violents. Okay. De par la sélection humaine, de par la sélection dans le patrimoine génétique, tout ça, on a travaillé ces caractères-là sur des temps longs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur toutes les variétés de poires, le caractère épineux, il a disparu. Parce qu'on n'a fait que sélectionner des individus qui n'avaient pas le caractère épineux. Okay, on a travaillé sur le calibre, on a travaillé sur la forme, sur la couleur, sur l'aspect du grain. Est-ce que le grain est granuleux? Est-ce que c'est fin? Donc ça, c'est les sélections qui ont fait que. Est-ce que vous pouvez me citer des variétés de pommes que vous connaissez? Je prends. Golden. Donc, Golden, les variétés de pommes que Fuji, Ariane, Saint-Jean, Crapaud, Belle de Boscop, Canada, Blanc-Durette, Perras, j'ai pas tout, Rubinette, ouais, museau de bec de lièvre, ouais, museau de bec de jaune, ouais, Crascagne peut-être, ouais, 11, Pink Lady, 12, 13, bon vous êtes bons, on a dépassé les 15, vous êtes bons. Okay. Souvent de fois, quand je fais ce petit jeu-là, on ne dépasse pas les 10. Okay. Oui, je sais que vous en aviez d'autres. Donc, à votre avis, deuxième question, il y a combien de variétés de pommes en France? Alors là, autant que de jours de l'année. 500 à ma gauche, 1000 à ma droite. Dans les vergers conservatoires des croqueurs de pommes, globalement au niveau national, il serait mentionné qu'il y aurait 1500 variétés répertoriées. Okay. Mais ils évoquent quand même plus près, parce qu'il y a du patrimoine génétique qui s'est perdu, mais on est très plus près des 3000 quand même, quoi. On peut dire ça, quoi. Vous imaginez bien que quand je vais de Dunkerque à Hendaye, ou quand je vais de Brest à Nice, je vais traverser ou à Ajaccio, pour aller encore plus bas, je vais traverser des terroirs paysans différents, des ambiances paysannes différentes, de l'hygrométrie, de l'argile, des sables, du calcaire, des pratiques agricoles qui ont fait qu'en fait, on a tout un tas de variétés qui ont été adaptées à un secteur géographique donné. Et quelquefois, qui pouvaient être très petits. Okay.
Donc bien entendu, les paysans, quand ils avaient des bonnes variétés de pommes, ben, il se passait le matériel végétal. C'est pour ça que certaines variétés ont été commercialisées à l'échelle de région ou de département, hein, comme la pomme de fer, comme même la rainette de Brive, qu'on appelle aussi la de l'Estre. Ça, c'est une pomme qu'on va retrouver sur le sud-ouest qui est hyper bonne parce que voilà, elle se conservait bien, elle avait des bonnes propriétés. Et donc, du coup, on se passait ce patrimoine-là. Mais pour vous dire quand même que c'est pour ça qu'on a on a de la montagne, de l'océan, des plaines, et ainsi de suite. Donc, forcément, il y a des diversités génétiques. Par rapport à notre histoire de génétique, juste quelques photos de fruits, ici le cornouiller mâle, avec des différences de forme, des différences de couleur, des différences de maturité. Ça, c'est pour vous dire un petit peu que dans le milieu naturel, vous allez retrouver forcément des formes différentes pour tout un tas de raisons, et de maturité. Là, des fruits de cormier, avec la forme piriforme et la forme pommiforme. Donc des végétaux qui, dans le milieu naturel, vont vous offrir cette diversité-là. Ma variété fruitière donne des graines, et là vous connaissez l'histoire, mais on imagine bien, dans mon verger j'ai de la pâte de loup, pour ceux qui la connaissent peut-être. J'ai des pommes, évidemment, je veux multiplier pâte de loup, je vais semer. J'en mets plusieurs, évidemment. Ça va lever, ça va se mettre en route, le système racinaire, l'architecture, paf, les premiers fruits. Mais la question c'est, est-ce que je mange pâte de loup? Et là vous avez la réponse, j'imagine. Est-ce que je mange pâte de loup? Non. Pourquoi? Ou peut-être. Non, c'est pas pour ça. J'ai ma pomme pâte de loup. J'ai mangé la pomme, je récupère les pépins, je sème, j'élève un nouvel arbre. Est-ce que j'ai pâte de loup? La réponse à la question, c'est non. Parce que C'est un arbre qui a été greffé. il a été greffé, à la base il a été greffé effectivement, mais pourquoi j'ai pas l'individu identique? Parce que s'il y a génétiquement, c'est trop varié. Tu peux, mais c'est C'est un million. Pourquoi? Il y a une chance sur 10 d'avoir Alors dis-moi pourquoi j'ai pas pâte de loup? Parce qu'il y a une plante qui va être non pas asexuée, mais... Il y en a un qui a lu le titre, c'est bien. Non mais pourquoi? Vas-y. Parce que la fleur ne peut pas s'auto-polliniser. Oui, mais j'ai pas entendu. Fallait que tu répètes. Donc, mais c'était ça. Attends. Dans mon verger, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai la reine et clochard, j'ai de la de l'Estre, j'ai de la pomme taupe, j'ai de la pomme de fer, et il me manque forcément quelqu'un qui va faire le taf, qui va s'occuper de la pollinisation. Les auxiliaires des cultures et les auxiliaires sauvages et domestiques, Ils vont se balader d'arbre en arbre, Alors ils feront pas ça pour notre beau plaisir, bien entendu, c'est pour faire survivre la colonie. Mais ça veut dire qu'ils vont se balader sur chaque arbre, récupérer les pollens. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez semer un pépin, potentiellement vous créez une nouvelle variété. Parce qu'il y aura tous les caractères génétiques de l'arbre, des arbres sur lesquels vos abeilles sont passées. C'est pour ça que ça ne peut pas être pâte de loup exclusivement. Et en plus, le fait qu'elle ne porte pas les deux organes pour polliniser, s'auto-polliniser. Juste pour vous redire, Golden, c'est un semi-chanceux de 1890. Granny Smith, c'est un semi-chanceux de Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a laissé pourrir des arbres, enfin des pépins. Ça a donné un arbre. Il y a eu une belle pomme jaune, une belle pomme verte. On s'est dit, waouh, vachement bon. Mais c'est un semi-chanceux, ça n'arrive pas souvent, Et ensuite, on a multiplié par greffage. Après, c'est là où le patrimoine génétique fruitier il est hyper important. C'est-à-dire que l'INRA d'Angers travaille sur ces vieilles variétés pour isoler des caractères. Et c'est là où ça devient intéressant. Le caractère résistance à la tavelure, par exemple, où on a les chercheurs qui vont beaucoup travailler dessus pour créer des nouvelles variétés. Ariane, on en parlait tout à l'heure, elle est résistante à la tavelure, à une souche de tavelure. Topaz et Opale, c'est pareil. On a prélevé dans le patrimoine génétique d'autres variétés la résistance tavelure pour créer quelque chose de nouveau, parce qu'on veut aussi un goût sucré, une pomme rouge ou une pomme jaune. Donc c'est difficile de savoir d'où ça vient, tu vois, mais voilà. Par contre, ce qui est certain, c'est que si vous les multipliez à l'identique, il faudra, en tout cas pour la majorité des fruitiers, passer par le greffage. Pas de choix. Deux définitions à voir avec vous. Les variétés autofertiles. Donc un arbre fruitier autofertile, c'est un arbre dont les fleurs assurent elles-mêmes leur propre fécondation. Donc elle est autonome. Ça va marcher notamment sur la mirabelle, ou sur la pêche de vigne. C'est des espèces fruitières qui sont en capacité de s'auto-féconder. Par contre, si vous voulez augmenter votre chance de fécondation des fleurs, c'est bien d'avoir d'autres variétés de pommes
et de pêche et de prunes à côté. Okay, il faut quand même qu'il y ait d'autres individus pour avoir un meilleur taux de pollinisation. En revanche, les variétés autostériles, donc on a besoin d'une pollinisation nécessaire. Il faut que j'ai des arbres à proximité, dans un rayon à peu près d'une centaine de mètres à 2 km. Hein. Les abeilles autour de la ruche, c'est 2 km. Okay, pour pouvoir polliniser et qu'on ait quelque chose d'assez compatible. Okay, ça, c'est important. Donc, autre exemple. Donc, je sais qu'il faut que j'ai plusieurs arbres pour que ça pollinise mes variétés entre elles, pour qu'elles se pollinisent, notamment sur pomme-poire. Dans mon verger, j'ai de la Duchesse d'Angoulême en poire, de la Conférence, de la poire Abatte, la bergamote espérène, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? De la Louise Bonne d'Avranches et de la Générale Leclerc. Ces arbres-là, ils sont tous en arbre de produire des fruits. Ces arbres-là produisent tous des fleurs. Par contre, Duchesse d'Angoulême, j'ai pas de fruits. Pourquoi? Non. Ah, pourquoi j'ai des fleurs sur tous les arbres, pourquoi sur celui-là il n'y a pas de fruits? Parce qu'elle n'a pas le pollinisateur. Pourquoi elle n'a pas le pollinisateur? J'ai respecté la consigne, j'ai mis plusieurs arbres différents. C'est la période de floraison. J'ai fait plusieurs formations avec la formation agricole aménagement du paysage. Donc, tout ce qui est jardin espace vert. Souvent une fois on va avoir des clients qui vont dire cet arbre-là que j'ai planté, il fleurit tout le temps. Par contre il n'y a jamais de fruits. Arrachez-moi ça. Okay, sauf que non. L'idée c'est de se dire attends, qu'est-ce que tu as planté à l'origine? Ok, tu as planté ça. Du coup son pollinisateur spécifique ou universel, ça va être cette variété-là. Okay, donc l'idée, c'est bien aussi de se dire à un moment donné, si, pour le conseil notamment, je sais que vous avez ça à l'esprit, mais si vous faites du conseil à la vente pour les fruitiers, de penser à ces histoires de compatibilité. Alors, on ne peut pas tout savoir, parce que quand on voit le rayon de variétés qu'il y a, c'est quand même assez costaud. Donc, il y a un petit site internet, j'ai pas d'action, hein, qui peut vous aider, c'est pommier.com, pourquoi pas, avec un S. Il y a le site des croqueurs de pommes, les croqueurs. Et vous allez avoir des tableaux de pollinisation. OK? D'ailleurs, si vous tapez tableau de pollinisation poirier, il va vous sortir un petit peu qu'est-ce qui est compatible avec quoi. Et ça, c'est important quand même pour vos clients, pour les gens qui vont venir vous acheter des fruitiers, peut-être, d'avoir ces éléments-là. Qu'est-ce que le greffage? Donc déjà, le greffage, c'est quelque chose qui est très ancien, hein, ça a plus de 2000 ans là aussi. Hein. Il y a eu de l'observation, comme vous avez dit tout à l'heure. Moi, j'ai le sentiment qu'on a coévolué avec l'arbre. Et que les humains, prenaient le temps d'observer ce qui se passait dans la nature, de voir des branches qui se soudent dans la forêt, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et puis l'autre partie qui est toujours pas morte. Enfin voilà, il y a eu des observations comme ça pour se dire, je vais pouvoir changer ou adapter certains caractères et ça fonctionne. Okay, pour moi, le greffage, je le résume en une phrase un peu simple, c'est de la plomberie végétale. Okay, l'idée, c'est tout con, mais on va mettre des petits tuyaux les uns en face des autres, quoi. C'est uniquement ça. Okay, donc, on va avoir deux parties, la partie du porte-greffe, qui, comme son nom l'indique, il porte la greffe, okay, donc qui a des caractéristiques spécifiques au niveau des racines, au niveau de sa vigueur, on va y venir après. On va avoir la partie aérienne, donc celle qu'on va greffer, celle qu'on va insérer dans le porte-greffe, et entre les deux, on va avoir le point de soudure. Hein. Souvent de fois, ça se voit sur les arbres, notamment, tu vois, moi je parlais des clochards. Sur les clochards, ça nous fait une barrière en fait entre la zone du porte-greffe et la zone aérienne, et on voit le point de greffe en fait. J'ai une photo qui va être juste après, je vais y venir. Par exemple ici, vous ne voyez pas, c'est dommage. Si, on voit un petit peu. Donc on est sur un châtaignier, un vieux châtaignier, donc on appelle ça une talle chez nous dans le Mélois. Donc on a le porte-greffe ici, et si vous regardez bien ici, là, on va avoir une démarcation, en fait, qui est en fait le point de greffe. C'est à ces endroits-là qu'on a inséré la variété. Okay, donc là, il y a deux branches, okay, parce qu'on a mis deux greffons. Okay, c'est intéressant de voir ça, parce qu'en fonction de là où vous allez greffer, vous pouvez... quelquefois aussi, si vous avez observé ça, sur certains cerisiers, si la variété est plus vigoureuse que le porte-greffe, on va avoir un tronc qui est comme ça. Okay, on va avoir un tronc, avec des racines évidemment. On va avoir une grosse bourrole, okay, et ensuite les charpentières souvent. Et donc là, c'est le point de greffe, en fait, c'est que la variété est plus vigoureuse que le porte-greffe. Sur les mûriers. Sur les mûriers aussi. Okay. Je reviens là-dessus vite fait. Donc pourquoi greffer? Conserver la variété à l'identique, ça c'est fondamental. Profiter des avantages et des adaptations du porte-greffe, adapter une espèce à un sol inadéquat. Je prends l'exemple souvent de l'amandier. L'amandier, c'est un arbre des terrains calcaires. Alors je caricature un peu, mais si j'ai envie de le mettre sur un terrain acide, par exemple sur le secteur de Confolens, en Charente-Limousine, ou alors en Corrèze, ou alors un endroit où il y a du châtaignier,
eh bien, il va falloir que je trouve une combine pour pouvoir mettre cet arbre-là, parce qu'il ne va pas être adapté au terrain acide. Donc on va le mettre sur, par exemple, un prunier mirobolant, et on va pouvoir aller balancer mon amandier sur un terroir qui n'est pas le sien à l'origine. Alors je ne dis pas qu'il y aura forcément des amandes à la fin, ok, mais en tout cas ça va fonctionner et l'arbre va se développer et va fleurir. Okay. Donc ça c'est intéressant parce que ça nous permet, en fonction de comment ont été sélectionnés certains porte-greffes, de les mettre sur des terrains plus ou moins humides, plus ou moins asphyxiants, parce qu'on a travaillé sur des sélections de porte-greffes. On peut avoir un avis là-dessus, voilà, de se dire, bah, moi je préfère travailler avec du franc ou pas, hein, mais effectivement, l'adaptation des porte-greffes nous a permis de travailler sur d'autres terroirs sols, en fait. Donc ce qui est important aussi, c'est de pouvoir diminuer la taille et la vigueur d'une espèce. Hein. Pensez que voilà, quand on ramasse des fruits, ben, souvent de fois, il faut monter à l'échelle. Voilà, donc plus je vais travailler quelque chose de vigoureux, plus il faudra monter haut, voilà, dans certains cas. Avancer la précocité et de la mise à fruit, on va y venir juste après. Améliorer la qualité des fruits, notamment sur les poiriers. Ils sont beaucoup greffés sur cognacier parce qu'on améliore la structure et la qualité du fruit, en fait, d'un point de vue gustatif, d'un point de vue texture. Okay. C'est le porte-greffe qui amène ça, exactement. Et donc, c'est pareil, c'est de trouver des résistances à des maladies, parasites ou des conditions climatiques. Je vous ai amené quelques porte-greffes semi-vigoureux comme le M7. Le M7, il est intéressant parce que du coup, c'est un porte-greffe qui est en capacité de résister à des terrains un peu secs ou à la sécheresse. Voilà. Donc, il va pouvoir amener un petit peu ce caractère semi-vigoureux et adapté à des terrains un peu séchants. Donc, les porte-greffes, 3 origines possibles. Les sauvageons, donc ce que vous allez pouvoir prélever dans le milieu naturel, du prunier sauvage, du merisier, du pommier sauvage si vous vous en retrouvez dans les bois par exemple. Donc on va les prendre dans la nature, c'est ce que faisaient beaucoup les paysans. Ils allaient sélectionner, ils repéraient un pommier, paf, soit ils greffaient dans la haie comme ça, ou dans le bois, et ensuite ils l'amenaient ailleurs, ou soit ils l'arrachaient tout de suite au bon moment, bien entendu, et ils le greffaient après au jardin. Okay. On peut avoir des porte-greffes qui sont francs, issus de la graine, okay, c'est-à-dire qu'il y a des vergers identifiés qui vous permettent de dire ça, c'est vraiment du pommier sauvage, et il y a une sélection qui a été faite d'un point de vue de la graine. Okay. Donc on est sûr de cette provenance-là. Et ensuite, on va avoir les cultivars, donc toute la flopée de M106, M7, M111, que des mots poétiques. Okay. Donc ces cultivars-là, ils sont utilisés notamment pour la qualité et la vigueur de l'arbre, pour l'adaptation à la forme de l'arbre, d'avoir quelque chose de plus bas. Hein, d'avoir, dans certains cas, l'idée c'est de pouvoir juste faire ça et de ramasser les fruits, quoi, et de ne pas monter à l'échelle. C'est ces sélections de cultivars qui vont permettre ça. Il y aura d'autres problèmes, mais voilà, on va pouvoir adapter en fonction de ça. On va pouvoir aussi avoir des adaptations en fonction du type de sol, au climat et à la résistance aux maladies. Donc ça, ces caractéristiques-là, elles vont être transmises à la variété. Okay, vous allez avoir une variété, comme pâte de loup par exemple, mais en fonction du porte-greffe, en fonction de ce que vous allez sélectionner, si c'est du franc, si c'est des cultivars, vous allez aller sur ces choses-là. Okay. Vous allez sur le site du GRAB, le groupe de recherche d'agriculture biologique, et vous téléchargez la plaquette SMART, c'est le projet SMART. Et donc c'est comment associer les arbres fruitiers et maraîchage en fait. Là j'ai pris l'exemple du pommier, donc ça c'est issu de la plaquette du GRAB. Et en gros, sur quasiment toutes les espèces fruitières, vous allez avoir 3 catégories. Donc les porte-greffes faibles au niveau de leur vigueur, les porte-greffes semi-vigoureux et les porte-greffes vigoureux. Okay, donc on commence par ici. C'est moi ici, là, je fais presque 2 mètres, okay, donc je suis là. Et on va avoir le M9, le M26, le Pajam 2. Ça, c'est les porte-greffes du verger industriel, okay, qui ont été sélectionnés pour leur faible vigueur. Parce qu'on peut mettre des arbres tous les mètres 50 sur la ligne et ça ne pose pas de problème. Okay. Par contre, le problème, c'est que si on ne fait rien, ces arbres-là, si je laisse venir les fruits qui a 10 kg de pommes qui montent sur l'arbre, il se casse la figure. Okay. Dans le verger industriel, je ne vous apprends rien. Ces poteaux, fils de fer, on attache les arbres pour pas qu'ils se cassent la figure. Okay, c'est des arbres qui n'aiment pas avoir de compétition au niveau des herbacées, au niveau du pied. Okay, c'est des arbres qui sont sous perfusion. On leur donne à manger, on leur donne à boire et on les tient. Okay, ils ont quelque chose de très très particulier. Pour moi, c'est de se dire voilà, il faut que ça pisse du fruit et rapidement. Okay, donc la mise à fruit, c'est à partir de la 3e année, c'est parti quoi. Et en 5e année, je suis en vitesse de croisière. Par contre, c'est des porte-greffes qui sont sensibles, c'est pour ça qu'on est à 30 à 40 traitements sur les vergers industriels, en conventionnel, je parle. Hein. C'est des choix. Et en bio pareil. Mais c'est des choix aussi d'itinéraire technique. Okay, ces arbres-là ne sont pas autonomes, et donc il faut être là
tout le temps pour solutionner les problèmes qui arrivent. Ok. Longévité du porte-greffe et de l'arbre, 25 ans. 25 ans, c'est plié, il n'y a plus rien. Il faut recommencer. Ou alors regreffer sur des plateaux comme ça. Ok. C'est ce qui se fait. Moi, je vois l'arbre. Oui. À côté de chez moi, je vois, il coupe l'arbre. Ouais. Mais pas complètement. Oui, j'ai vu ça. Il laisse un tiers de l'arbre et dans le tronc, il greffe et dès que ça repart. Paf, ils enlèvent là, ouais. Ils font ce genre de choses, quoi. Ouais. On a l'arbre d'origine. On vient faire une espèce de saignée comme ça. Donc on a l'arbre qui est là, en fait. Et on vient remettre les greffons ici. Hop là. Et une fois qu'il est parti, on vient couper ici. Ouais. Donc c'est assez violent, hein. Mais l'objectif, c'est de produire du fruit. Ok. Et que ça soit rentable. Ça marche. Et du coup, ils rejettent moins en fait quand tu fais ça, parce qu'ils gardent son tire sève, quoi. Oui, puis il y a d'emmener la sève aussi sur la variété de toute façon, quoi. Le deuxième type de porte-greffe, c'est les semi-vigoureux, donc tout ce qui est M106, M7, M111. Donc c'est des arbres qui sont assez intéressants à mon sens si on veut travailler sur des arbres de moyen développement, notamment pour ce qui est du pommier. Ça va dépendre aussi de votre type de sol, bien entendu. Mais si on va avoir des arbres qui vont faire jusqu'à 4 mètres de haut. Donc, c'est-à-dire de toute façon, si on va faire de la récolte, c'est de la récolte à l'échelle. Okay, mais il faut en avoir conscience. Et ça veut dire qu'auprès du client qui va acheter cet arbre-là, faut pas vendre du rêve, quoi. Faites attention à ça parce que la plupart du temps, les gens pensent que ça ne va pas monter aussi haut. 4 mètres, bah oui, 4 mètres, c'est là-haut, quoi. Okay, au max, sur des sols qui répondent. Mais si le jardin n'est pas très grand, si on veut un arbre qui reste vraiment petit, il ne faut pas partir là-dessus, parce que la personne elle va vouloir tailler le végétal tout le temps. Okay, et ça impacte après des formes un peu bizarres et des maladies qui peuvent rentrer sur le végétal. Okay, mais en tout cas, c'est des arbres qui vont nous permettre d'avoir des débuts de fructification à partir de 5 ans. Voilà. Ouais, tu as moins d'entretien, c'est des arbres qui sont plus autonomes en termes d'aller chercher la nourriture, d'aller chercher l'eau tout seul, et ça résiste à la compétition aussi herbacée, quoi. Donc il y a un bon compromis, de travailler avec certaines variétés intermédiaires. Si je prends l'exemple du poirier, par exemple, la variété semi-vigoureuse, c'est le cognacier. Okay, on va greffer du poirier sur du cognacier. Okay, par contre, si vous êtes sur un terrain calcaire, bah, oui, le BA29. Effectivement, si vous êtes sur un terrain calcaire, par contre, il va avoir tendance à chloroser, donc il ne faudra pas partir sur ce porte-greffe là, il faut en choisir un autre. Et donc, dans la petite plaquette que je vous parlais du grappe, il y a toutes ces informations qui sont mentionnées, quoi. Et ça, c'est plutôt bien fait. C'est des arbres qui vont pouvoir vivre au moins jusqu'à 70 ans, quoi. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui va bien marcher, et on va avoir une régularité de production, en fonction des interventions qu'on va faire sur l'arbre aussi, quoi. Ok ? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on va avoir les porte-greffes francs. Donc je vous ai amené aujourd'hui sur poirier et pommier. Sur poirier, j'ai exclusivement du franc. Donc des arbres qui vont tirer leur épingle du jeu sur plein de territoires de sol, sur plein de types de sols différents, pardon. Si j'ai du calcaire, je vais passer sur du franc. Si j'ai des terrains trop frais ou trop argileux, je peux travailler sur du franc. Il va réussir, sur le terrain médiocre, à sortir son épingle du jeu, ce qui ne sera pas le cas des autres porte-greffes. Si j'ai un terrain qui est très caillouteux, c'est pas grave de partir sur du franc parce que c'est le sol qui va réguler sa hauteur. Effectivement, si je suis sur des terres de vallée ou des terrains argileux limoneux qui répondent bien, il y a une belle réserve en eau, utile. On va être sur des optimaux peut-être, ouais, de hauteur. 6-7 mètres, c'est des arbres qui peuvent monter assez haut, quoi. Mais par contre, si j'ai un terrain qui est médiocre, automatiquement, là, le porte-greffe, il va tirer son épingle du jeu. Par contre, on ne va pas aller sur un optimal de développement. Okay, c'est ça qui est intéressant, quoi, avec les francs. C'est qu'on va pouvoir aller sur des terroirs difficiles, quoi. Ça marche ? Donc, la contrainte de ces arbres-là, c'est qu'il faut qu'ils mettent en place l'architecture, le système racinaire, l'architecture avant la mise à fruit. Ce qui fait que les premiers fruits, c'est à partir de 5 ans et la vitesse de croisière, c'est 10 ans. Okay, les agriculteurs qui font le choix de faire de l'agroforesterie en associant de l'élevage, par exemple, et des arbres fruitiers, on appelle ça du pré-verger. Et donc, effectivement, on va avoir des arbres de grand développement, les vaches sont dessous, et ensuite, on va récupérer les pommes pour faire du jus, par exemple. Okay. Dans les 3 catégories, on va avoir ça. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai repris un petit peu des tableaux, et à chaque fois, vous allez pouvoir retrouver... Alors ça, c'est hyper important, parce que aller dans certaines jardineries, alors j'imagine que ce n'est pas ce que vous faites, mais aller en jardinerie, allez au rayon fruitier et vous demandez, il est greffé sur quoi ton cerisier là ? Ils savent jamais. Ils savent jamais. Donc ça c'est terrible. Ça c'est terrible.
Une pépinière digne de ce nom, après là, normalement, ils sont censés dire, bah, là, je t'ai greffé ça sur ça sur ça. Attention, si tu fais ça, bah, pas trop près d'un mur, pas trop près de ceci. Attention, bah, ça, tu peux le conduire en palmette. C'est pareil, il y a des gens qui veulent faire de la palmette. Quand c'est greffé sur du M106, faire de la palmette, c'est mort, quoi. C'est trop vigoureux, quoi. C'est de la grande palmette. Okay, donc, il faut pas vendre du rêve aux gens, quoi. Il faut être assez honnête parce que sinon, ils vont être déçus dans leur jardin ou dans leur activité, quoi. Donc, je change. Allez, poirier. Donc, le poirier franc, sur tous les sols, arbre vigoureux, arbre de haute tige. Le cognacier, il faut des sols riches, profonds et non calcaires. Donc là, c'est ce que je vous redisais, mise à fruits rapide, faible développement. Attention, certains cognaciers sont incompatibles avec certaines variétés. Williams et Beurré Hardy, par exemple, c'est pas trop des variétés à mettre sur du cognacier. Okay. Par contre, le fruit est de meilleure qualité. Il est un peu moins pierreux, un peu moins granuleux. C'est pour ça qu'on a un intermédiaire, du coup. Souvent de fois, on fait un intermédiaire. Effectivement, tout à fait. Mais vous allez retrouver ça pour chaque espèce fruitière. Le prunier, on va avoir du mirobolan et du jaspi. Il y en a d'autres. Il y a, comment il s'appelle, Mariana, je crois. Au niveau des pruniers, on va avoir le Saint-Julien. Donc on va en avoir tout un tas sur l'amandier pareil, du franc, du mirobolan ou du GF 677, qui est un hybride pêché amandier. Voilà. Avec des caractéristiques à chaque fois, attention sur les types de sol, attention sur certaines maladies. Si je prends l'abricotier, donc porte-greffe Rubira, sol filtrant sensible à l'asphyxie racinaire. Donc là, automatiquement, faire attention. Ici, c'est pas bon. Okay. Donc la petite plaquette du grabe, elle est bien faite parce que vous allez avoir vraiment un détail même en termes de production de fruits, comme si vous étiez en verger, quoi. Vous aurez tous ces éléments. Le cerisier, ok, la plupart du temps, il est greffé sur merisier, sauf que le merisier, c'est un arbre qui peut monter à 15 mètres. Voilà. C'est un arbre ultra vigoureux, qui a un système racinaire puissant. Voilà. Donc, les gens, ils veulent du cerisier chez eux. Oui, d'accord, mais il n'y a plus de place dans ton jardin. Voilà. Donc, du coup, tu vas venir le tailler, tu ne mangeras pas de fruits. Enfin, voilà. Bon, essayons de proposer des choses. Travaillons sur du maxma. Travaillons sur d'autres porte-greffes qui vont travailler sur une vigueur vraiment plus petite, avoir sur des petits espaces pour permettre une petite récolte à l'échelle, pas obligé de sortir la 3 brins, quoi, tu vois, pour monter dans l'arbre, quoi. Le Sainte-Lucie, si tu le laisses sur du terrain calcaire superficiel, effectivement, il va avoir un peu de vigueur, mais c'est pas un arbre, même dans son aspect naturel, quand il fait 4-5 mètres déjà, c'est un beau cerisier de Sainte-Lucie, dans le milieu naturel. 5 mètres, ça fait déjà quelque chose de chouette, hein. Donc au niveau de la vigueur sur le cerisier, je le trouve assez modéré justement. Sur le maxma, tu vois le maxma résistant à l'asphyxie racinaire, il y a une piste, parce qu'il y a deux. Non, c'est pas du SMI, non, c'est de la sélection, tu vois. C'est genre le M. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais tu vois, il y a 2 pistes là de travail qui sont intéressantes avec celui-là, quoi. À réserver tôt en saison si vous voulez greffer dessus, parce que si c'est pour l'avoir en décembre, c'est mort. Hein. Quand vous allez prélever vos greffons, pensez à prélever du rameau de l'année qui soit vigoureux, exempt de maladies. S'il y a de la nécrose, s'il y a des pourritures, s'il y a des choses un peu bizarres qui vous font penser à quelque chose de pas très sain, ne prélevez pas ces arbres-là, sur ces rameaux-là en tout cas. Donc une fois que vous avez ramassé vos rameaux, pensez à les ficeler entre eux, à mettre une étiquette avec le nom d'espèce, parce que quand vous allez stocker ça après, il ne faut pas perdre les étiquettes, sinon vous allez perdre les variétés que vous voulez conserver dans certains cas. Il faut qu'il y ait des bourgeons d'un fruit. Non. Il faut que tu... Alors effectivement, sur certaines espèces fruitières, c'est pas grave. Pommier, par exemple, si tu as greffé des bourgeons à fleurs, c'est pas trop grave parce que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'ai vu que la fleur était sortie, je fais dommage. Tu pinces la fleur et derrière, il est en capacité de sortir de la feuille. C'est pas le cas sur le pêcher et cerisier. Si tu sors sur de la fleur directe, derrière, il aura du mal à se relancer. Sur prunier, c'est pareil. Donc, il faut que tu prennes du bourgeon à bois. Okay, sur du rameau de l'année. Okay. C'est-à-dire que c'est des bourgeons qui sont bien plaqués le long du rameau, okay, qui ne sont pas globuleux. Hein, voilà. Donc il faut travailler là-dessus. Généralement, sur le rameau de l'année, il n'y a jamais de... Ça dépend. Non, ce serait trop facile. Ça serait trop facile. Non, je ne te dis pas ça parce que voilà, ça peut arriver quand même. Ouais, ça peut arriver. Tu dis, oh, ça va, bon, il est un peu gros, mais il est bien plaqué le long du bourgeon, allez, ça va le faire. Et puis c'est de la fleur, quoi. Ouais. Autre chose, donc... essayez de prélever dans un axe, sur un angle de 45 degrés. Alors je vais caricaturer un petit peu. On va avoir un arbre ici avec ses racines, sinon ça ne marche pas évidemment. Okay. Essayez de prélever vos greffons. Donc là on a un angle à 90, vous voyez. Je caricature bien évidemment. Essayez de prélever vos branches dans un angle à 45. Okay.
Pourquoi? Parce que ces branches-là, qui sont prises dans cet angle-là, ils sont déjà un petit peu programmés pour de la mise à fruit. Okay, ça veut dire que tu vas perdre un petit peu moins de temps sur l'arrivée de tes fruits. Ouais, c'est ça. Il est déjà programmé en mode fruit. Okay, alors après, ça c'est la théorie. Il ne faut pas trop se prendre la tête non plus à un moment donné. Ok. S'il y a un arbre que vous voulez sauvegarder, qui a plus que quelques drageons très verticaux, on prélève. Ok. On va sauver la variété. Ok. Ça c'est important. Il ne faut pas être obtus non plus là-dessus. Tu as tout à fait raison. C'est juste une histoire de temps. Moi, je ne suis pas hyper pressé dans mes greffes. C'est-à-dire que si j'ai du bourgeon à bois, les quelques années, très bien, il fera de l'architecture, il va s'installer, il va me faire des beaux panneaux solaires, et très bien, ça me va. Je suis pas prêt. En fonction de ton objectif, effectivement, si tu te dis, tiens, j'ai acheté des arbres greffés et je veux que je les ai pris sur M9 et que je veux que dans 2 ans ça donne, il ne faut pas que tu perdes 2 ans de plus parce que tu as investi de l'argent sur ton verger de production, et donc voilà. Ok. Bon, bref. Ça, c'est pour vous. La récolte en période de dormance, bien entendu, vous n'allez pas, pour les greffes de printemps, hein, vous allez prélever vos greffons. Alors, il y a plusieurs périodes, tout ça, machin. Bon, moi, je ne me prends pas trop la tête. L'idée, c'est de se dire, il faut que vos greffons soient ramassés au 15 janvier. Il ne faut pas les ramasser trop tôt, parce que sinon, l'arbre est en descente de sève. Si vous ramassez en novembre, c'est pas bon. Les feuilles ne sont pas tombées, vous voyez. Hein. En décembre, ça peut être un petit peu juste aussi. En fonction de la météo qu'on va avoir, mais en décembre, c'est là où on est vraiment en dormance avant la remontée de sève, quoi. Donc ramassez vos greffons à cette période-là, vous êtes sûr d'avoir une belle conservation de vos greffons. Si vous êtes par temps de pluie, si vous faites ça par temps de pluie ou par temps de gel, vous évitez de les ramasser, ok. Faites ça par temps sec dans l'idéal. Si c'est le 17 janvier, ça fait rien, hein, ok. On n'est pas obtus à ce point, ok. Le stockage est hyper important. Donc nous, on a des gros volumes de greffons pour faire toutes nos formations. On a opté pour la chambre froide. J'ai des sacs conservation, ok. J'ai ficelé mes espèces, étiquettes et ficelage. J'humidifie la base de la coupe en fait et j'enveloppe ça dans un linge humide. Okay, et je stocke ça dans la chambre froide. Si vous n'en avez pas beaucoup, vous faites ça en mode petit. Hein, donc un sac congélation, vous mettez vos greffons dedans avec quelque chose d'humide à la base de la coupe. On ferme le ziploc et on met ça dans le frigo, terminé. S'il n'y a pas de chambre froide ou s'il n'y a pas de frigo, ça peut être du sable. Ça peut être dans du sable, j'allais y venir, tout à fait. Il faut par contre que ta jauge soit sur un mur nord, il ne faut pas que ça voie le soleil. Hein, voilà. La contrainte, c'est qu'il faut que tu fasses une tranchée. Tu viens disposer, tu fais un lit de greffon. Hein, je ne peux pas dire mieux, un lit de greffon, tu recouvres de sable, sauf que quand tu en as besoin, il faut que tu les sortes et que tu les laves. Okay, donc ça va si tu en as besoin qu'une fois, si tu en as besoin 10 fois, ça devient vite pénible, hein, parce que du coup, il faut les laver à chaque fois. Donc voilà, quand vous avez des gros volumes, ou quand vous avez de la pépinière, quand vous avez plusieurs périodes de greffage, soit il y a un copain qui a une chambre froide, peut-être un maraîcher, tout ça, d'aller stocker en chambre froide, on est sûr que ça ne bouge pas. Parce que dans le cadre de la jauge en sable, si le printemps est très sec ou très chaud, et ça peut arriver, et peut-être que ça arrivera plus souvent, j'en sais rien, on peut avoir des bourgeons qui allongent dans le sable. Okay, même là, dans la chambre froide, en fin de période, les poiriers commencent à allonger un peu, quoi. Okay, donc si c'est allongé, c'est mort. On ne peut pas greffer avec. La longueur des greffons. Ça va dépendre de ta chambre froide et de ton sac. Hein, mais c'est vrai que tu vois, là, j'ai des greffons qui peuvent être grands comme ça. Dans certains cas, on les a recoupés un petit peu. Ou alors, on met un sac plus grand pour envelopper l'ensemble du greffon. Mais après, si c'est sur des petits volumes, tu peux recouper ta branche pour que ça loge dans ton sac, tu vois. Tu réhumidifies bien et puis ça passe, quoi. Il y a plusieurs époques de greffage. Donc pour les cerisiers, et ça va dépendre de notre discussion aussi de tout à l'heure, suivant votre secteur géographique, effectivement, ici, Poitou-Charentes, les cerisiers, je vais plutôt les faire, les cerisiers et les pruniers, deuxième quinzaine de février. Okay, si je suis sur le bassin d'Arcachon, si je suis en Corse, si je suis dans le sud de la France, si je suis à Montpellier, automatiquement, il y a des paramètres que moi, je n'ai pas l'habitude d'avoir. Donc ça se fait plutôt en saison. Voilà, parce que la montée de sève, elle se fait à un autre moment. Ça veut dire que si j'avais greffé dans son secteur au 15 février, ça aurait été trop tard. Ça aurait été trop avancé sûrement. Il y a aussi ça, hein, cette histoire de compatibilité. Si c'est trop tard sur cerisier, c'est trop tard. Si c'est trop lancé, si les greffons sont pas bons ou si c'est déjà trop en montée de sève sur du jeune plan, ça va être compliqué, quoi. Le créneau, il est un petit peu délicat. C'est vrai que quand tu vas avoir les bourgeons de ton porte-greffe qui vont commencer à gonfler, bon là tu peux dire que c'est parti, quoi. S'ils commencent à changer de couleur et que tu as les premières écailles qui commencent à sortir, c'est sûrement un peu tard. Sûrement un peu tard. Sur le cerisier, ouais. Les pruniers. Sur pommier, non, bourgeon à bois. Bourgeon à bois. Ouais. Chez moi, il est en pleine fleur. Là, oui, mais je te parle bourgeon à bois, oui. Ouais, carrément. Les bourgeons à bois,
ils doivent commencer à gonfler. Là, mais ce que j'ai greffé sur Maxma, c'est sorti, j'ai de la feuille et tout. Hein. Ça a été greffé au 15 février. Ouais. Nous, on greffe justement quand il fait la pointe. On regarde quand il commence à boire. Et quand il commence à... en haut, il fait la petite pointe, là, on se fait greffer en même temps. Ok. Mais, c'est vraiment le signal. Moi, c'est la petite pointe verte. Et là, on les greffe. Donc le changement de couleur, toi, c'est ton... Ouais, tu vois, j'attends pas ça. J'attends pas autant. J'attends pas autant parce que c'est vrai que sur le cerisier et sur le prunier, ça peut être assez rapide, ce changement d'état là. Donc du coup, j'attends pas d'arriver à la petite pointe de changement de couleur. Je greffe avant. Ça marche aussi. Hein. Sur les agrumes Sur les agrumes, j'ai greffé à l'anglaise il n'y a pas longtemps, là, il y a 10 jours. Ouais. Question En pleine terre, sur du pont Cyrus en pleine terre. Excuse-moi, j'ai pas entendu le début. La maturation du porte-greffe pour pouvoir greffer un citronnier. L'âge Ah oui, c'est ça. ça va dépendre un petit peu de la technique que tu vas utiliser. Si tu veux travailler à l'anglaise, il faut que tu adaptes ton diamètre de ton porte-greffe et de ton greffon. Oui. Donc tu vois, moi je pars de ce principe-là, c'est la technique qui va te faire faire... Ça n'a aucun rapport avec le système racinaire qui soit assez vigoureux, parce que moi on m'a dit qu'il fallait attendre au moins 3-4 ans avant de pouvoir greffer. Ouais, mais tu vois, là, le pont Cyrus, moi que j'ai greffé, il fait la moitié de mon petit doigt, quoi. Et il a 4 ans. Voilà. Mais C'est délicat. avant, c'est délicat. Voilà. Avant, c'est délicat. Après, ça dépend. Est-ce qu'il est en pot? Est-ce que tu l'as dans une serre? Enfin, tu vois, comment tu gères ton greffage sur les agrumes, quoi. Hein. Parce qu'après, si tu arrives à avoir des porte-greffes un peu plus forts, ben, tu vas partir sur une autre technique, sur l'incrustation ou sur autre chose. Et donc là, ça va effectivement... Mais il faut les avoir, ces porte-greffes un peu forts, quoi. Ce livre-là, celui-là, il est vraiment bien foutu. Ah, c'est le tien. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah, t'as pas les kakis dessus, effectivement, mais en fait, il te le répartit par technique, en fait. Il est où ce tableau, là? Ouais, tu vois, il y a ce tableau-là, en fait, qui va te reprendre, en fait, en fonction... Mais ils le font en fonction de la technique, en fait. Telle période, donc l'écusson, vous savez que c'est plutôt en été, voilà, entre juillet et septembre pour la greffe à œil dormant, voilà. La greffe en couronne, ça va être plutôt au mois de mai. Quand vous avez des individus qui sont plus forts, que vous voulez surgreffer par exemple, ou sur du châtaignier, ben voilà, on va être sur des gros diamètres, on va pouvoir mettre plusieurs greffons, on change de technique, on ne peut pas fendre le porte-greffe en deux. On va placer en gros les greffons derrière l'écorce, il y a des techniques spécifiques, mais il faut, la condition pour que ça fonctionne vraiment bien, il faut qu'il y ait la montée de sève qui soit là, quoi. Si c'est trop tôt, il y aura un dessèchement, parce qu'il n'y aura pas de sève qui arrive dans le greffon, et automatiquement on aura un dessèchement. Pour les pommiers, plutôt mars-avril, ok. Et ensuite pour les châtaigniers, voilà, mars-avril aussi. Pour la première technique, en tout cas, on va partir sur la greffe en fente. Ça va être de faire une pointe de flèche, on pourrait dire. Hein. Donc on va se repérer un bourgeon qui doit être joli. Alors là, c'est des greffons qui sont stockés dans un sac depuis un petit moment, donc ça ne sera pas les meilleurs, ok. Donc on va prendre pour principe qu'on va garder ce bourgeon-là. Je vais placer ma lame au niveau de l'œil. Par contre, l'idée, c'est de ne pas attaquer trop près du bourgeon, sinon vous allez attaquer l'assise régénératrice du bourgeon, ça risque de le dessécher. Donc on va attaquer 5 mm sous l'œil. Okay. Ce qui est important, c'est que vous puissiez faire votre coupe vers la partie la plus grosse, okay, pas vers la partie la plus fine. Parce que si je fais la coupe de ce côté-là, si je fais du côté de la partie la plus fine, automatiquement, je vais mettre mes bourgeons à l'envers. Okay. Donc l'idée, c'est, je repère un bourgeon que je vais utiliser pour faire ma fente et je vais me décaler de 5 mm. Je vais faire un premier biseau. Vous voyez, mon pouce, il va suivre tout le long de la coupe. Ok. Ok. Donc j'ai mon bourgeon qui est vers le haut. Très simplement, on va basculer. Vous êtes prêts pour le geste technique? Pas facile, hein? Pas facile. Prêt? Wow. Là, il fallait pas la louper celle-ci. Hein. Ok. Donc, faites attention aussi, quelquefois, on a des gens qui savent pas greffer, qui apprennent, qui travaillent comme ça à plat. Ok, faites attention, parce que là, vous ne voyez pas ce que vous faites. Donc, là, le deuxième geste technique, prêt? Bien, là, on voit sa lame. Ok. C'est important, c'est le sens du détail qui va faire que vous allez pouvoir être à l'aise et que vous allez pouvoir voir votre zone de coupe. J'ai fait mon premier biseau, j'ai mon premier geste technique, ok, et j'envoie mon deuxième biseau que je vais faire au même niveau. Je ne vais pas faire quelque chose de décalé. Ok.
Ok. Donc l'idée, ça va être de faire, là ça ne me plaît pas encore, ok, d'avoir une pointe de flèche comme ceci, ok, à peu près, hein. Je vais vous les remontrer en petits groupes. Faites-moi une première coupe de chaque côté du bourgeon. La greffe en fente, l'idée c'est de faire une fente, bien entendu. On imagine ce porte-greffe ici, on imagine les racines dessous, et je vais fendre le porte-greffe en son centre. Vous faites attention, là aussi, faites attention parce que ça peut s'ouvrir d'un coup, la lame peut descendre et c'est sur votre pouce que ça s'arrête. Donc retenez votre geste, ok. Un tiers, au milieu, tu le fais. Moi, effectivement, je le fais au milieu, effectivement. Tu fais au milieu? Ok. Ouais, moi, généralement, que ce soit du gros ou du petit, je le fais pas sur un bord. Je sais pas, on m'a appris comme ça, bêtement, donc je refais, mais voilà. Tant que ça marche, exactement. Je mets les deux côtés en contact. Enfin, je suis sur une fente là. Hein. Je suis sur une fente. Hein. Donc là, j'ai pris un tout petit greffon exprès pour tricher un peu, mais je fais mon biseau. Et l'idée, ça va être d'insérer le greffon dans le porte-greffe. Alors là aussi, plusieurs méthodes, hein, mais moi, je vais mettre mon pouce dedans. Il va guider en fait le greffon à descendre. C'est à ça que ça sert ce truc-là, Non, ça c'est pour la greffe en écusson. Je pourrais vous la montrer tout à l'heure, cette greffe en écusson, c'est-à-dire que quand ton porte-greffe est en sève, pour l'écusson, tu vas faire un T. Okay, donc tu vas couper ton écorce, faire un T, comme ceci, et ton ailette va te servir à décoller l'écorce. Okay, et à faire glisser l'œil de ta variété à l'intérieur de cette petite encoche. C'est ça l'idée de la greffe en écusson. Et cette petite languette en laiton, là, enfin là elle n'est pas en laiton pour le coup, mais cette petite languette te sert à ça, à décoller l'écorce. Mais je peux le montrer d'un point de vue théorique, par contre, là on est sur des rameaux où la sève ne passe pas évidemment, et donc ça décolle pas bien. C'est pour ça que la greffe en écusson, il faut que ça se fasse quand le porte-greffe fonctionne, enfin qu'il y ait de la sève dedans, quoi. Et c'est pour ça que souvent de fois sur les greffes en écusson, on va venir irriguer à la fois le porte-greffe et irriguer le porte-greffon, en fait, pour pouvoir avoir des végétaux qui soient bien alimentés en eau, quoi. Okay. L'idée de ces greffes de printemps, c'est qu'on va avoir des écorces qui sont très très similaires au niveau de l'épaisseur. Donc en fait, tiens, je te laisse regarder ça. Je fais un petit schéma au tableau. Ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit, si je vais caricaturer bien entendu un peu sur le schéma, mais là on pourrait appeler ça le bois de cœur. Okay. Ici on a l'aubier. Okay. Il n'y a pas de sève sur ces espaces-là. Hein. C'est pour ça que quand vous utilisez une débroussailleuse et que vous voulez atteindre la petite herbe qui est autour de l'arbre, là, on fait tous pareil. Okay. Ça nous est tous arrivé ce truc-là. Si vous me faites le tour de l'écorce avec la débroussailleuse, vous allez couper l'écorce et derrière, vous allez empêcher la sève de circuler. Parce que la sève circule juste derrière. Ici, on a le libère et ici, on a les cambiums. Okay. C'est ici que la plomberie végétale fait son chemin, si je peux dire. Nous, on va vouloir connecter les cambiums, okay, qui sont juste derrière le libère. Je vais le montrer sur des rameaux tout à l'heure. Souvent de fois, on arrive à les voir quand on coupe. On va voir l'écorce, on va voir le vert clair du libère, et juste après, on a un petit cercle qui devient un peu plus sombre par l'oxydation, et c'est cette zone-là qui correspond au cambium. Okay. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, sur cet essai-là, vu que mon épaisseur d'écorce du porte-greffe et du greffon sont à peu près similaires, j'ai pas de difficulté à placer la greffe écorce contre écorce. Okay, ce qui fait que je vais avoir ma montée de sève qui va se faire, ça va passer sous l'écorce, donc elle passe dans les cambiums, cette sève brute, parce que c'est la montée de sève, et elle va rejoindre les petits vaisseaux conducteurs de sève brute de mon greffon, et alimenter les premiers bourgeons. Okay. Et ensuite, c'est la sève élaborée, ça redescend par l'autre côté, ça descend par le libère. Okay. Ça marche. Quand on le fait sur des petits rameaux, l'épaisseur de l'écorce est quasiment la même sur les deux parties. Si votre porte-greffe est plus ancien, automatiquement, l'écorce fait un petit millimètre de plus, ok. Ça veut dire que, ou 2 mm de plus, ça va dépendre un petit peu de l'épaisseur. Ça veut dire que votre partie de cambium, elle est un petit peu plus reculée, ce qui fait que quand vous allez faire votre fente, il faut que vous puissiez, en fait, je caricature, mais on va dire que votre greffon, il serait là. On va le rentrer un petit peu parce que pour qu'on puisse se mettre sur la zone des cambiums. Vu que la zone des cambiums du porte-greffe est reculée, il faut que je puisse reculer mon greffon à l'intérieur. Sinon, ça ne marche pas. Les petits tuyaux ne sont pas les uns en face des autres. Il faut connecter absolument les cambiums et les libères, ou juste les cambiums? Juste les cambiums.
Juste les cambiums. En fait, la frontière, elle est tellement mince. C'est tellement mince, c'est pas tout. Mais tu vois, quand il commence à oxyder, là, on pourrait regarder. Hein. Là, tu vois, on pourrait commencer à le repérer. Il faut que je mette mes lunettes aussi. Hein, voilà. Tu vas voir. Donc, juste derrière, ici, là, tu vois. Juste, alors là, on a un vert clair qui est... C'est tout petit. Ici, là, tu vois. On a une zone sombre, là. Là, juste après ce vert clair, là. Ouais. Mais là, c'est des cambiums. OK. Et des Vénus cendres, tu disais par oui, oxydation, elle oxyde. Une fois coupée. Une fois coupée. Alors, effectivement, vu qu'on est en groupe, je ne le fais pas. Mais effectivement, les anciens, voilà, souvent de fois, on va mettre le greffon dans la bouche, soit pour ne pas qu'il dessèche, soit pour certains anciens disent qu'il y a des enzymes, tout ça, pour la cicatrisation. Voilà. Des légendes voilà. paysannes. C'est la légende paysanne, c'est ça. Voilà. Mais voilà. Et la deuxième technique, c'est la greffe à l'anglaise. Donc la greffe à l'anglaise, on imagine toujours des racines ici. Donc là, il faudra penser un peu rugby. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre coupe, il va falloir me faire un ovale, comme ça. OK. Faites un ovale. OK. Et l'idée, c'est de faire un ovale aussi sur la partie du greffon. Et donc l'idée de la greffe à l'anglaise, c'est de travailler sur le même diamètre et même longueur. C'est-à-dire, ici, si je fais... Je vais le caricaturer encore. Voilà. Donc là, je pourrais presque être du même diamètre. Par contre, je ne suis pas au niveau de la même, je suis pas à la même longueur, quoi. Ça ira pas. OK. Donc, je vais reprendre celui-là qui est un peu plus gros. Hop. Je vais, quand c'est comme ça, je vais tailler mon biseau plus bas qu'un bourgeon et en oblique. OK. Donc là, vous voyez, j'essaye de m'ajuster. Bon, c'est un tout petit peu trop long. Trop court. Ça va revenir, c'est que la période de greffage est quasi finie là. Ok, donc là je peux les présenter l'un avec l'autre, bon ça pourrait être pas mal. Ok. Même diamètre, même longueur. Ça sera l'idée générale. Donc ça c'est la greffe à l'anglaise simple, mais elle est compliquée à attacher. Donc du coup, ils ont inventé la greffe à l'anglaise compliquée, mais elle est simple à attacher. Ok, je la refais? Non. Pour ce faire, donc sur cette démo là, donc en fait on a effectivement, comme je disais tout à l'heure, l'écorce, le libère et les cambiums. Et au niveau de cette petite marque là ici, on a de la moelle en fait du centre de l'arbre, de la branche. Donc moi je vais positionner mon couteau comme ça et faire une petite encoche à plat. Là il y a un geste de sécurité qui est important, c'est-à-dire que vous n'allez pas me faire ça comme ça et me faire votre encoche à plat. Si vous me faites ça, ça risque de sortir à l'opposé en fait et finir ici. Ok, on va éviter. Donc le petit geste de sécurité qui est important, c'est que vous mettez l'index sous votre coupe, vous posez votre lame et un petit coup de gauche à droite comme ça. Et ensuite on va emboîter les deux morceaux. T'as plusieurs, ouais, oui, tu as plusieurs surfaces de contact. Enfin, si ta greffe à l'anglaise simple, tu n'avais pu l'attacher, tu aurais la même surface de contact du coup. Mais il faut bien anticiper à quel endroit tu fais ton encoche alors, parce que si tu la décales... Ah oui, un tiers. Oui, c'est ça. Si tu veux, c'est qu'il va falloir que tu anticipes. Il y a de la pose élastique quand même pour ligaturer la plaie. Donc il faut que ma coupe, elle serait limite un tout petit peu trop proche du bourgeon. Donc il faudra se décaler un petit peu pour descendre. Ok. On va les reprendre, ces entailles-là. Ok. Est-ce que la languette essaie de la faire la plus fine possible? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Enfin, au début, je faisais qu'une toute petite encoche d'un petit mille juste pour accrocher. Et puis là, en discutant avec d'autres collègues aussi, puis c'est vrai que l'histoire de la zone de contact est... L'épaisseur. Je galère à faire, je fais trop épais à chaque fois. Tu l'as fait trop épaisse parce que du coup, tu rentres peut-être... Soit tu es trop vers l'extérieur, essaie de suivre le fil un peu du bois. Tu vois? Toi, tu suis dans le fil. Ouais, je suis dans le fil. Ok. C'est vrai qu'il fallait repartir. Et après, on accroche, quoi. Ok. Portrait de ferme, webinaire, conférences, nous faisons le maximum pour mettre à votre disposition du savoir technique gratuit. Mais pour aller plus loin, vous pouvez aussi consulter nos formations finançables Vivea où vous retrouverez tous nos experts. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Bonne vidéo. J'ai de la pomme pierre qui fleurit tardivement, ça c'est une variété du Limousin. Ouais. C'est plutôt intéressant, c'est pas fragile du tout, c'est plutôt bon.
ça y est, ça part. La pâte de loup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une variété angevine. Quand elle grossit, elle éclate à l'eau. Elle éclate littéralement. Et en fait, elle ne pourrit pas. Elle est en capacité de reconstituer les tissus et faire une balafre sur le fruit. C'est pour ça qu'on l'appelle la pâte de loup, comme une griffe de loup. Okay, c'est une variété de garde, donc vous la ramassez au 31 octobre et vous allez commencer à la manger plutôt début décembre. Ok, faut que ça mature en cajot. Enfin, moi je le mets en cajot. Donc ça c'est plutôt sympa. La Delestre, c'est la rainette de Brive, ça c'est imparable. Si ceux qui connaissent pas, c'est vraiment à avoir. Parce que ça c'est pas fragile, c'est vraiment pas malade. Au niveau de l'éclaircissage, il n'y a pas trop de boulot. C'est plutôt pas mal. Cœur de bœuf, ça c'est si vous avez envie d'avoir aussi quelques variétés pour le jus de pomme. Ouais, bien sûr, bon, ils sont un peu gros, mais Reine des Rainettes, une classique de l'étape. Hein. Et là, il y a de la Rainette de La Rochelle aussi. Donc ça, c'est de la locale. Et Belle Fleur jaune. Le M7, c'est un intermédiaire comme M106 avec la capacité de résister à la sécheresse. Okay, donc ça fera un arbre de plus petit développement, c'est de la marcotte. Si vous êtes sur un terrain très très pierreux, partez sur du franc. Okay, et très très mouillé, tu peux partir sur l'un des deux. Les francs sont un petit peu plus costauds. J'ai aussi du M106 et pour des terrains plutôt bien alimentés, pas trop argileux, pas d'asphyxie racinaire. N'oubliez pas que les porte-greffes francs sont ceux qui vont tirer leur épingle du jeu. Donc je fais ça avec un élastique spécifique. Donc ma greffe à l'anglaise est là. Okay. Je vais poser mon élastique sur ma greffe, qui fait que je vais pouvoir tenir ma greffe et mon élastique en même temps. Et je sais qu'il y a différentes techniques. Moi, je fais comme ça. Je fais un petit raccord à chaque fois. Une fois que j'ai dépassé ma coupe, je fais un double nœud. Et c'est fini. L'idée, c'est que toi, tu m'as fait dessus-dessous. Moi, je veux que tu me fasses gauche et droite. Moyenne. Alors, il faut faire une coupe pas trop courte, bien évidemment. Il faut avoir une zone de contact d'au moins un bon centimètre et demi, quoi. La pâte à greffer, c'est un produit qui va rendre les plaies hermétiques. Donc, il y a un petit peu de résine d'huile végétale et de cire d'abeille. On va dire que celui-là, il me va bien parce qu'il est... il reste souple et il sèche plutôt vite. Il y en a certains qui sèchent plus lentement et dans le transport, dans la manipulation, après par la suite, j'aime moins. C'est pas durable.